Hello, je suis Quentin Cugnot et bienvenue sur Bubble, le rendez-vous incontournable pour les amoureux de nouvelles technologies et du design. Ici, c'est un peu notre safe place, notre bulle, un endroit où on peut se poser, décompresser et parler de tout ce qui nous passe par la tête. Mais Bubble, c'est surtout trois potes qui discutent autour de sujets qui les passionnent. Ça va l'équipe ? Hello. Hello, ravi d'être là. Et ouais, parce qu'ensemble, on va explorer l'impact des nouvelles technologies et la manière dont la création de contenu et le marketing influencent notre vie au quotidien. On va se poser, discuter, rire et surtout débattre autour de sujets qui nous passionnent. Et puis partager tout ça avec vous, nos idées, nos doutes et nos coups de cœur. Parfois, on invitera des personnes incroyables à nous rejoindre dans cette bulle, des créateurs, des entrepreneurs ou juste des gens qui ont des trucs passionnants à raconter. Alors installez-vous confortablement, que vous soyez en voiture, dans les transports ou dans votre canapé tranquillement posé. Prenez votre café, votre thé, vous êtes dans Bubble et on est très content que vous soyez là. Les gars, ravi de vous accueillir sur ce podcast. Je suis trop content de relancer déjà un podcast, mais surtout de le partager avec vous. C'est incroyable. Depuis le temps qu'on en parle. Ouais, depuis le temps qu'on en parle. Mathieu, il est pas à l'aise, il sait pas où se mettre. Ça y est, décompresse là, ça y est, on est lancé. Maintenant, il y a que un flux constant. Mais en tout cas, je vais vous présenter un petit peu les osios, comme j'aime les appeler. Mathieu Dos Santos et Rewan Maloub. Mathieu, présente-toi. Ouais, ça sera un peu long à faire parce que j'ai une vie là-dedans qui est très très longue, mais pour faire rapide... Il y a un papier rose qui traîne. Mathieu Dos Santos, exactement. Je suis l'homme au papier rose, au permis, sous forme de papier rose. Ça choque le monde entier. Mais sinon, écoute, aujourd'hui, youtubeur tech à plein temps depuis 2 ans et demi. Et sur la chaîne qui, justement, s'appelait Rester Connecté, qui est en train de switcher suite à de nombreux conseils, dont les tiens. Donc, petit rebranding en cours, mais si vous tapez Rester Connecté au Mathieu, vous trouvez. Et puis, je suis dans la tech depuis, allez, on va dire... au moins 2012. Ouais, parce qu'avant de faire la chaîne, tu travaillais à l'écrit sur un journal, sur un blog. Ouais. Ensuite, t'as fait une émission qui s'appelait Andromag. Ouais. Ensuite, t'as fait du YouTube avec Rester Connecté. Donc, pas mal de choses. Et la télé aussi. Avec Watch. Ouais. Et même avant tout ça, il y avait du forum où j'aidais les mecs. Tiens, tout à l'heure, tu parlais de flasher ta tablette. Je faisais ça, des trucs dans les forums où j'aidais les mecs quand on flashait, ou je faisais des présentations. T'as connu l'âge d'or de XDA développeur. XDA développeur, j'étais dedans. Et puis, même, j'étais dans les premiers forums HTC, tu sais, de l'époque où HTC, c'était la hype sur les smartphones parce que XDA développeur s'est fait beaucoup sur les téléphones HTC. On flashait, on mettait les ROM custom. T'es un vieux de la vieille, quoi. Vraiment, dans le domaine tech, t'es là, quoi. En vrai, quand tu te retournes en arrière, tu dis, ouais, c'est vrai que ça fait un peu un bail. J'ai connu le Windows Mobile, tu sais, avec les écrans, avec les stylets et tout ça, machin. À l'époque, on mettait déjà des ROM custom sur ces trucs-là. Bref, voilà. Et aujourd'hui, ouais, youtubeur tech à plein temps. Et dans la tech, tu fais quoi précisément ? Alors moi, que les gens sachent un petit peu, parce que c'est vrai que moi, de mon côté, c'est vrai que c'est un peu plus peut-être grand public, axé sur les tech design, sur comment on les utilise. Mais toi, t'es vachement centré maintenant sur l'immersion aussi. Ouais, alors j'ai gardé le smartphone parce que forcément depuis le temps, et puis c'est un sujet qui a toujours autant d'appétence. Je t'avoue que moi-même des fois, je suis surpris par le fait de voir qu'il y a encore autant de gens qui s'intéressent au téléphone, vu que on a atteint certains plateaux aujourd'hui où ça bouge très peu. Et le marché d'ailleurs se tasse. Mais par contre, effectivement, en 2016 un peu, j'ai jeté mon dévolu sur les technologies immersives. J'en faisais un petit peu avant, mais c'est là où j'ai pris ma vraie première claque où au Mobile World Congress, je teste le HTC Vive et grosse gifle, tu vois, du truc. Mobile World Congress, salon à Barcelone pour avoir des nouveautés et surtout smartphone à ce moment-là. Ouais, exactement. Et du coup, je découvre les casques de réalité virtuelle qui sont en train de devenir des casques de réalité mixte. Mais voilà, j'ai tendance toujours à m'étaler, donc on va pas aller plus loin. Mais ouais, là-dessus, technologie immersive. En ce moment aussi, j'ai un peu d'appétence sur l'IA. Et après, en vrai, c'est juste que vis-à-vis de ce sujet-là, je me sens, tu vois, pas encore super confiant pour déballer, mais je m'y intéresse beaucoup. Vraiment sur la partie, en plus, il y a la partie tech qui est intéressante, mais en vrai, on va pas se mentir, ça atteint des sphères, je suis un peu largué, mais c'est plutôt les implications sociétaux. Tu vois, comment l'IA, ça va changer notre vie, notre rapport au travail et tout. Et pareil, j'essaie vraiment de faire attention à pas rester dans une
c'est le nom du podcast presque quasiment, mais dans une bulle où en fait, tu as beaucoup de camps qui s'opposent entre les très pessimistes de l'IA qui disent que ça va causer notre perte et les très très optimistes, des gens qui pensent à l'âge d'or de notre siècle parce que l'IA va apporter comme ça une production sans fin. Mais voilà, c'est des sujets aussi pareils que je surveille. Ouais, et puis on va en parler de l'IA juste après, donc ça va être intéressant. Et on est avec Rewan Malouf, qui n'est pas dans la sphère tech, enfin un petit peu en vrai, parce que tu es qui ? Moi, j'ai eu ma période tech, mais non, effectivement, moi, je ne suis pas créateur de contenu, je suis pas spécialement très versé, enfin, comment dire, très en veille de ces sujets-là. Moi, je travaille dans la sécurité informatique, la cybersécurité, comme on appelle ça. Alors certains peuvent me taxer d'être un hacker, hein. Il y en a pas mal qui utilisent ce terme-là un peu à tort et à travers. En fin de compte, la cybersécurité, c'est un monde qui est pas très connu, qui regroupe beaucoup de métiers. On s'imagine directement Mr. Robot, Elliot Anderson qui avec le hoodie noir et qui va pirater tout ce qui bouge et qui mange des pizzas froides et du Red Bull le soir. Il y a pas que ça. Il y a pas que ça. Il y a un gros monde parce que tacitement, ça on a déjà parlé, mais tout ce qui est, on parlait des ROM custom juste avant, on parlait de l'IA, etc. Tout ça, il y a des enjeux technologiques, il y a des enjeux juridiques, il y a des enjeux politiques, en fin de compte. Donc, je suis à la croisée des chemins entre la partie technique, donc faire en sorte que les organisations pour lesquelles je bosse se fassent pas pirater, ou que si elles se fassent, que ce soit l'impact minimum possible, et organiser tous les programmes qui y a autour, parce qu'il y a aussi les aspects légaux, forcément, avec toutes les directives, les normes qui régissent un petit peu l'utilisation de tous ces outils-là, et comment dire, harmoniser ça entre les différentes, comment dire, la partie organisation du programme et application des mesures techniques, en fin de compte. Ok, d'accord. Vous allez vous demander, mais comment ça se fait que ces trois mecs se retrouvent dans une même pièce à parler comme ça de sujets divers et variés? On se le demande. Il y aura des sujets divers et variés. Ouais. Mais effectivement, avec Rewan, on s'est connus, on était au lycée. On est au lycée. Seconde, je ne sais pas combien. Mais ce que je me souviens par contre, c'est qu'on était en cours d'art ensemble. Et on était les seuls à utiliser le numérique, c'est-à-dire que tout le monde utilisait les pinceaux, les stylos, machin. Les deux connards sur les Macs. Ah ouais, vraiment. Sur Paint. Il y avait, mais vraiment, je sais plus combien, il y en avait 5 ou 6 iMac. Ouais. Personne n'était dessus. Alors, je précise pour les gens qui regardent, je parle d'un lycée public, hein, c'était pas du privé ou quoi. Oui, hein. clairement. Donc, je veux dire, c'était pas, voilà, les toilettes qui ferment pas et tout, on connaît. Et puis là, c'était vraiment, ils avaient investi. Alors, plutôt cool. Ouais, incroyable. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce que ça fout là, quoi? Et vous surtout, aviez des Macs dans votre école? Des iMac. Juste en cours d'art. Juste en cours d'art. Personne... Tu sais que nous, on avait des Dell qui marchaient pas, quoi. Ah, mais non, mais dans les seuls PC qu'il y avait. Exactement. Il y avait une salle où même t'avais les PC qui étaient intégrés dans la table. Je sais pas si tu te souviens. Mais c'était les cathodiques, tu te rappelles, il y avait même des souris à boules. Mais mec, ça m'a donné une migraine ophtalmique, je me souviens, et j'avais des lunettes à ce moment-là, des lunettes de vue, je les ai plus jamais revues, ils étaient dans cette salle pour la dernière fois de ce que je me souviens. Donc vraiment, on a ces grosses merdes dans toutes les pièces, et dans la salle d'art, on avait des iMac. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce truc-là? Et personne les utilisait. Donc du coup, ce qu'on a fait, on les a réquisitionnés, surtout que Rewan à l'époque, il était à fond sur After Effects, il faisait des trucs dans des explosions, il tirait des machins, moi j'étais en mode mais trop bien, et moi j'étais à fond sur Photoshop. Donc du coup on était vraiment les deux connards excentrés, les deux aliens, les renégats de la classe qui faisions que des trucs comme ça où on se branchait. Et je me souviens parce qu'il y a plein de photos du coup sur Feu, notre Facebook, ouais. Où on était sur Photobooth, où on faisait que des conneries, on faisait des poses avec des fils dégueulasses et tout. Donc ouais, vraiment c'est la bonne vieille époque. Et puis au final on s'est pas vraiment lâché, parce que on se voyait de temps en temps, et notamment avec ce que je faisais aussi sur YouTube, parce qu'on se rencontrait à travers de salons, parce que j'avais peut-être des trucs à vendre ou quoi. Donc on se voyait comme ça. Et après, on s'est perdu de vue à la sortie du lycée, en fin de compte, parce qu'on se croisait un petit peu, parce que forcément, quand t'es dans une génération au lycée ou au collège, tu traînes globalement avec les gens de la même section, du même âge. On s'envoyait un petit message une fois tous les ans. De temps en temps, en mode ta vidéo machin, sympa, comment ça va et tout ça, un peu par ta femme, parce que du coup ta femme je la connais aussi avant que du coup vous soyez ensemble. Et on s'est retrouvés un petit peu après par hasard à l'escalade, si
si je dis pas Ouais, de exactement. bêtises. Ouais, vraiment en mode, mais qu'est-ce que. Mais t'es là toi aussi? Ok, d'accord. Je suis là. Spoiler alerte, on a tous les deux arrêté l'escalade. Spoiler alerte, le Covid, ouais, c'était quelque chose. C'était quelque chose. Il nous a eu. Ouais. Et avec Mathieu, je me souviens pas bien en fait de comment on s'est rencontrés. Écoute. Parce que c'est à travers YouTube, c'est sûr. Ça devait être un événement, mais alors j'ai pas l'anecdote. Écoute, je suis en train de regarder. Il me semble que c'est en mars 2016. Et il me semble que c'est. Ah ouais, tu sens là, mais carrément vraiment- le mois, l'année. Merci Google Photos en vrai. Et du coup, j'ai retrouvé en fait. Il me semble que c'était un événement des smartphones Meizu dans un truc à Paris. Oh waouh, ok, un d'accord. bar tout petit. Et, Oh oui, c'était un attends. truc- Attends, mais j'ai deux trucs qui me viennent. Meizu ou alors c'était Wiley Fox. Ouais, alors, Là, il y a- tu m'as en perdu, fait, là. Wiley Fox. Wiley Fox, c'était une marque anglaise des investisseurs qui voulaient Ouais. lancer un smartphone. Putain. Et ils ont Et en popé fait- en France sur 2 ans, je crois. Ouais. Et après, ils ont Et disparu en de la fait, surface. ils avaient une strat qui était, je trouve, qui était quand même plutôt bonne sur le papier. Je pense qu'il leur a manqué peut-être un peu genre de la com et tout. On va pas tout refaire l'histoire, mais en fait, ce qui est un peu intéressant à retenir avec cette marque Wiley Fox, et ça va parler à tous les gros nerds de smartphones de l'époque, c'est qu'ils avaient un peu appliqué la même stratégie que OnePlus, mais avec des versions moins chères. C'est-à-dire que eux aussi proposaient Les invitations l'époque, et tout. avec la ROM custom de l'époque. Donc c'est dommage. Oxygen OS. Non, c'était pas Oxygen OS, c'était avant. C'était la ROM custom qui était hyper connue. Cyanogène. Et ouais, cyanogène. Ah oui, cyanogène. C'était du cyanogène. Ils vendaient mode, du merci. cyanogène. Exactement. Bah, en fait, ils ont pris le délire de OnePlus avec le OnePlus One qui avait sorti avec Cyanogen Mode. Et en fait, Cyanogen a commencé à voir qu'il y avait un bise à faire, c'est-à-dire qu'ils proposaient à d'autres smartphones d'intégrer leur ROM custom dessus. Et ils avaient fait un partenariat aussi avec Cyanogen. Sauf que pour terminer l'histoire, je pense qu'il leur a manqué une puissance, on va dire, marketing. Même s'ils ont tenté pas mal de choses. C'était une marque anglaise déjà. Ouais. Et Et c'était que des investisseurs, je crois. C'est ça. Le business model était un peu border de ce que j'ai cru comprendre, où c'était vraiment, on s'en met plein les fouilles, on tente des trucs, donc on met v'là de l'oseille, et après, bon, En on fait- voit comment ça marche, quoi. En fait, c'était la stratégie un peu à la Arcos où ils allaient en Chine dans les usines et ils prenaient des trucs un peu en marque blanche et après ils brandaient leur logo dessus. Ah oui, d'accord. Ok. Mais c'était quand même du matos de Ouais, plutôt c'était- bonne qualité, ouais. mais ils se positionnaient. Tu Un vois, bon là rapport où qualité-prix, OnePlus, ouais. c'était c'est un peu celui qui a popularisé le flagship killer. Eux, ils étaient sur vraiment le rapport qualité-prix pas cher. Mais Ouais. ça, c'était vraiment l'époque de la tech, tu sais, du YouTube game. Ah, mais vraiment. machin. Ah ouais. Moi, j'adorais regarder les tests de tous les téléphones. C'était chinois, l'apogée du c'était- smartphone, quoi. C'était- Exactement. C'était une période dans YouTube, je trouve que cette période-là, de, tu sais, tout allait super vite. Tout Ouais. le monde arrivait avec sa petite Mais innovation. parce qu'il y avait de tout en fait, il y avait de tous les secteurs de prix. Et à un moment, tu te dis le top du top, c'est un tel à 400 balles, et puis il y en a un qui arrive à 250 et tu te fais waouh, mais attends, mais c'est pas mal et Est-ce tout. que tu te rappelles les vidéos? Alors, je suis sûr qu'il y en a encore sur YouTube, les vidéos des concepts de Apple où les gens ils imaginaient, genre, ouais, prochain coup, il va y avoir un écran mais qui oui. va être propulsé. Enfin, Mais il y en a projeté encore sur aujourd'hui, ta- je te rassure, il y a Il y des a- chaînes qui sont spécialisées là-dedans. hein. Les mêmes avec Que des l'iPhone. rumeurs. Mais bien sûr, les mêmes avec l'iPhone 12, où tu sais, l'iPhone 12, c'était un sabre Ouais. laser, le truc. Où c'était une télé, enfin. Et donc, pour terminer un peu l'histoire rapidement sur notre rencontre, je suis un peu en train de regarder Google Photos qui nous ramène très vite. En fait, je sais qu'à cet événement, Meizu, il me semble que c'est Meizu, hein, c'était pas Wally Fox, mais on reverra la vidéo ensemble après, mais on fera un correctif s'il faut. Mais quoi qu'il en soit, en fait, je te propose de faire une vidéo avec moi parce qu'à l'époque, j'utilisais la fonctionnalité des téléphones Samsung qui utilisaient les doubles Ah caméras. oui, c'est vrai, ouais. Tu vois, sur la chaîne Rester Connecté à l'époque, comme on était deux déjà avec Jason, Ouais. mon binôme, on avait un concept qui s'appelait un peu le tête-à-test. Et en gros, on utilisait les doubles caméras dans des endroits un peu insolites. Tu Et vois, qui on voulait être en faisait ça tête-à-tête dans des avec un ange, c'est ça? Exactement, avec un célèbre youtubeur, opportuniste que je suis. Et en fait, le truc, c'est que on fait ce truc-là. Et en fait, c'est à ce moment-là où on se retrouve régulièrement sur des événements. Et je sais qu'on se retrouve quelques jours après sur un Ouais. événement et qui était assez marquant pour nous deux. Je pense que c'est aussi là que ça a vraiment scellé notre Motorola? truc. Non? C'était pas Motorola. Je sais que c'était à Berlin. C'était peut-être Honor. Ah oui, Et oui. donc, Il y avait un on voyage va à de presse. Berlin et on fait un truc complètement improbable. Oui, je dans me Berlin. souviens, ok, ça y est. On fait un beach volley. Alors Berlin, pour vous dire, c'est pas du tout au bord de la mer. Hein. C'est vraiment. Ouais, vraiment. Berlin, les mecs- beach volley, oui, Berlin. Exactement. Exactement. Déjà, en plus, ça sent pas tu vois, les températures élevées, mais pour le coup, c'était cool ce truc-là. Ouais, c'était ok, ouais. Et on fait un beach volley et on gagne le tournoi Ouais, de beach je volley me avec souviens. tous les autres médias et les influenceurs qui étaient invités. D'ailleurs, pour peut-être la jante féminine qui nous écoute et qui ont peut-être la ref, on rencontre à ces voyages de presse Olivier Dion,
Ouais, qui est c'est une vrai. star, un chanteur québécois qui a fait une télé-réalité dans le truc Lille et tout, et on fait et les mecs arrivent bodybuildés, beaux gosses de ouf et tout, et nous on fait le beach volley, les gros geekos, et Le on pire, gagne. c'est qu'avant, on était allé à Primark acheter des t-shirts de Exactement. merde et tout ça, dégueulasse. Regarde, rigole pas, il est là, Oh putain, mais il a ramené carrément. Il est là. Mais le mec, je te jure, à chaque fois, il vient avec des refs. mon gars. On était partis ensemble à Los Angeles, il avait acheté un pull beach, Long Beach ou un Ouais. truc comme ça, il l'a Exactement. toujours. Mais c'est incroyable. Il est Mais venu ouais, avec, ça- avec des reliques. Ouais, c'est ça. Il a sorti la relique. En Mais fait- ouais, c'est vrai, je me souvenais pas. Mais j'avais ramené à ce voyage-là et j'ai très bien cette image-là parce que j'avais pris, et j'étais l'un des seuls d'ailleurs à ce moment-là, j'avais pris les spectacles et du Ouais. coup je filmais On filmait avec. Et c'est- j'avais fait des c'était plans incroyable. POV Ouais, justement de ce truc-là. Et incroyable. c'est vrai qu'on avait gagné, putain, c'était Yes. trop drôle. Et en fait, pour terminer, je pense que c'est là-dessus où on se quitte plus. Ouais. Et après, on a eu l'occasion de collaborer ensemble. Moi, Ouais, et je puis pour remettre dans le contexte, c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a eu énormément d'événements. Ouais. C'était entre 2016 et 2018. Ouais. Donc il y avait beaucoup de voyages, Les il y avait marques beaucoup investissaient d'événements, beaucoup, il y avait sur la com. énormément d'investissements là-dedans, ce qui est un peu moins le cas aujourd'hui, même si ça commence un peu à revenir. Mais c'est vrai qu'il y a eu un gros truc là-dessus. Et en fait, la communauté tech, même si elle a grossi un petit peu, il y a toujours les mêmes têtes C'est qui toujours- reviennent encore et encore et encore. Et c'est vrai que, bah, en fait, comme ça, on s'est vu et puis on s'est maintenu, quoi. Je pense que je suis le moins connu de la bande, mais oui, globalement, on se connaît tous plus ou moins avec on peut dire le top 10 du YouTube Game Tech, quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que si on est là tous les trois, c'est parce que on a des passions communes. Bon, la tech, on en parle depuis le début, mais plein d'autres choses. Et c'est aussi un petit peu l'idée de ce podcast. J'ai failli faire une dinguerie. Podcast. Il y a toujours ce truc podcast. Mais ouais, l'idée de ce podcast de Bubble, c'est vous raconter des histoires, vous raconter des anecdotes. Je vous le disais au début, parler de tech, de création, de design, ce qui nous entoure, ce qui nous plaît aussi. Vous partagez un petit peu le côté entrepreneurial de ce qu'on peut faire nous dans la vie, de nos passions. Et là où on veut vous emmener aussi, c'est vous balancer des sujets, donc soit des sujets d'actualité, soit des sujets qui nous passionnent, des trucs qu'on a vus en mode mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là, et on a envie d'en parler plus librement. C'est le format de podcast qui est vraiment cool par rapport à une vidéo YouTube où en fait tu vas avoir bon, maintenant il y a de plus en plus de storytelling, mais là tu peux décompresser, tu vois, t'es tranquille, t'es dans ta voiture, t'écoutes des mecs parler autour d'un sujet, et c'est vrai que c'est un truc qui m'avait énormément manqué. Ouais, Donc, parce que tu donc faisais c'est la cool. fibre tech avec ton frère, d'ailleurs, du coup. Ouais, exactement. J'avais lancé la fibre tech. Bon, je sais plus, j'ai plus la date. On l'a fait pour ça pendant 2 ans, et ensuite lui a vogué à d'autres occupations. Il a fait d'autres choses, et surtout il a déménagé en fait. Il est parti de Paris. D'accord. Donc c'était beaucoup plus compliqué pour enregistrer, et c'est vrai que côté organisationnel et montage et tout ça, je pouvais pas déléguer cette partie-là, et c'est moi qui m'en occupais. Donc du coup, faire l'editing à distance pour bien que ça matche. Bref, je vous laisse épargne les détails, mais c'est vrai que c'était un peu relou. Donc finalement, fin de la saison 2, il me semble, ça s'est arrêté. Mais c'est toujours resté dans un coin de ma tête, et c'est marrant parce que vous êtes nombreux à chaque fois à me redire mais quand est-ce que le podcast revient ? Quand est-ce que la fibrotech revient et tout ça ? Et bah c'est plus la fibrotech, je suis désolé, mais par contre ça s'appelle Bubble. Et ça sera toutes les semaines. Et ça, franchement, ça régale. Et en plus, on n'est plus 2, on est 3. Plus éventuellement des invités de temps en temps, si on a un sujet, si on a des trucs à aborder. Et ça, franchement, ça régale, quoi. C'est le début de Yes. quelque chose. C'est le début de quelque chose d'autre. Eh Il ben, faut le écoute, voir comme. C'est exactement ça, c'est un renouveau. Et Nouvelle on va aventure. garder quand même des petites branches de la fibrotech, parce qu'il y aura des débriefs de sujets. Il y aura toujours cet aspect tech, même si on va aller plus loin pour toucher d'autres choses. Donc c'est vraiment ça le cœur de Bubble, et ça va être une régalade. Mais la régalade, elle commence dès maintenant. Parce On que, espère. On espère. Attends, ouais, on est là pour ça, non ? C'est à vous de nous dire, d'ailleurs, si c'est la régalade ou la dégueulade. Oh, putain. Pas Et voilà, il y a toujours quelqu'un qui C'était- nique, tu vois. Voilà. On était mais- sur une bonne transition, et t'es là, tu gâches tout. Je dis rien, moi je réagis. Non, mais pas. en vrai, on peut même inviter les gens à nous dire aussi quels axes d'amélioration ou des trucs qu'ils pourraient voir. Alors, on est quand même sur un truc que tu as monté, on va dire même plutôt, parce que c'est vrai qu'on vient se raccrocher là-dessus. Ah non, mais nous, on est des vautours. Hein. Exactement. On se branche Nous, sur c'est la pour fame. la fame, de On ouf. est sur le cadavre De de la ouf. fibrotech. De ouf. Non, mais en vrai, blague à part, voilà, n'hésitez pas à lâcher des petits coms et tout, des commentaires par rapport à ça. Puis après, l'émission d'elle-même, elle va commencer aussi à se structurer, à se transformer peut-être un peu. Au Complètement. fil du temps où on va la tourner, on va sans doute... là, c'est la première.
Exactement. Et puis effectivement, il y aura. Je pense qu'on va monter un compte Instagram auquel on aura accès. Comme ça, les gens pourraient nous envoyer des DM directement. Mais dans tous les cas, en description de l'émission, vous avez à la fois tous nos réseaux sociaux, si vous voulez nous suivre personnellement, le LinkedIn de Rewan, les réseaux de Mathieu et tout ça, les miens également. Et vous avez également un lien pour pouvoir enregistrer vos questions. Donc comme ça, vous enregistrez un sujet éventuellement que vous voulez qu'on aborde, ou si vous vous posez une question sur X ou Y, vous pouvez l'enregistrer et nous ensuite on l'écoutera directement. Vous entendrez la personne enregistrer sa question. N'hésitez pas aussi si vous en aimez, et on y répondra. S'il y en a un que vous aimez pas ou vous adorez, n'hésitez pas à le mettre. Même les réactions, ça peut être marrant en fait d'avoir une ou deux réactions. Ouais, clairement. Mais en tout cas, partagez-nous vos retours et effectivement, on va réaxer un peu l'émission au fur et à mesure qu'on en tourne pour avoir des élargir nos sujets et parler de ce qu'on a envie, quoi. De l'info, de l'actu sans prise de tête, hein, globalement, c'est un peu la ligne directrice qu'on s'était donnée. Ce mec-là, il est toujours là pour résumer, cadrer ce qu'il fait, quoi. Attention, parce qu'il va casser les couilles dans tous les épisodes. C'est certain, mais moi je bosse avec des mecs, si tu les cadres pas, tu sais. C'est une synthèse vocale. Mathieu, tu as testé les S25. C'est les sujets d'actualité un petit peu de cette semaine. Le grand mot, mais j'ai été présent lors du lancement. Alors, pas aux États-Unis, mais en France, à Paris. C'est là où on voit le youtubeur et celui d'un peu plus humble, on va dire. Mais j'étais donc invité par Samsung. Donc, on a regardé la conf sur un écran. Et ensuite, on a eu la possibilité d'avoir les téléphones en main. Donc, il y a pas mal de choses qui changent. Je vais pas forcément ici, on va pas s'embêter à faire trop les tests techniques et tout, mais on va parler, on va dire, des grands bouleversements. Ouais, du ressenti en tout cas de. Ouais, alors il y a aussi les messages que font passer Samsung qui est intéressant. C'est full IA en fait de ce que j'ai cru comprendre. Moi, j'avoue, j'ai pas vu ce qui s'est passé, j'ai pas vu la conf. Full IA. La très bonne nouvelle pour les geekos, c'est que on est sur du full Qualcomm. Okay. Donc, pour rapidement situer pour ceux qui suivent peut-être pas et pour pas vous perdre, en fait, il y a Samsung qui s'amuse d'une série sur l'autre à basculer entre la puce maison de chez Samsung, qui, disons-le, est un peu moins performante et un peu moins autonome et on va dire un peu moins, je pense qui est un peu moins, qui maîtrise un peu moins sa chauffe et tout ça. Sur ce que les puces de Qualcomm avec Snapdragon. Donc Snapdragon, c'est un peu vraiment la puce qu'on va retrouver sur l'ensemble des téléphones. C'est le constructeur qui a un peu l'hégémonie. Et qui arrive sur la partie ordinateur aussi. Aujourd'hui, on est sur du full Qualcomm. Donc ça, on va dire que si vous y comprenez pas, en tout cas, c'est quand même la bonne nouvelle au niveau Galaxy S, parce que en fait, ça reste du Samsung, donc très beau, très quali. Il y a le dos mat et tout ça, plutôt sympa. Et en fait, du coup, ça reste de ce que les gens peuvent attendre d'un Galaxy S25. Le S25 Ultra épouse les codes des S25. Ça veut dire maintenant un côté très arrondi. Okay. Alors c'est marrant, moi, tu vois, j'ai fait le test du S23 Ultra sur la chaîne, je crois, du coup, il y a à peu près 1 an et demi, parce que je l'avais pas eu dès sa sortie. Et moi, je faisais partie de la team qui disait dans mon test, je trouve que pour la prise en main, c'est pas spécialement. C'est chiant, il faut avoir les bords ronds et tout. Voilà, et tout. Et je trouvais que les bords ronds étaient peut-être un peu plus sympas, parce qu'en plus, je trouve que ça dégage une image. Alors, très genrée pour moi, ça fait très masculin. Ouais. Ça fait très masculin, tu vois. J'ai du mal à voir des meufs avec. Mais après, c'est une question de perception. Mais là, du coup, le téléphone va récupérer cette phase très, très arrondie. Je sais que moi, dans ma vidéo, je suis pris à partie, non. Mais tu as les défenseurs de ce design-là qui râlent un petit peu sur le fait que pour eux, c'est très bien le côté très rectangulaire. Donc déjà, il va y avoir un peu une scission entre les gens qui vont kiffer le côté que c'est arrondi et le côté qui fait que ce soit rectangulaire. Ce qui va être intéressant de regarder, c'est de voir quelle team est la plus majoritaire. C'est-à-dire que moi, je voulais des trucs arrondis, mais ça se trouve, c'est les gens qui aimaient cette distinction, justement, entre la gamme Ultra et la gamme S. Et j'ai vu qu'il y avait le retour de la version Edge. Alors, ouais, ils ont sorti version le 2016. Edge, mais qui change complètement. Tu te souviens, le Edge, à l'époque... C'est les deux bords arrondis, là. Il en avait qu'un. Ah, ok. Alors, c'est le tout premier. Alors, la toute première version, c'était avant qu'on ait les deux bords sur le S6 et tout ça qui arrivait derrière. Le truc, c'est que là, le S6 Edge, le S25 Edge, du coup, pardon, qui ne sera pas pour l'instant a priori dispo chez nous,
qui est encore au stade de genre on vous le montre, mais tu sais, il a été montré. C'est un proto, vitre et tout. Ça, machin, exactement. Et en fait, le téléphone va jouer sur l'ultra finesse. On a un retour, on a un revival. Je pense qu'on va avoir du combat. Tu te rappelles à l'époque quand nous on allait dans des conférences, les mecs qui se vantaient d'avoir la 4 taille, mm, machin. Mais il y en a quelques-uns comme ça. Alors c'est pas le Samsung, mais celui qui s'ouvre, je crois que c'est un Honor. Il y a Honor, il y a Huawei aussi. Ouais, qui fait la taille d'un téléphone standard, mais plié en deux. Quand je l'ai vu, Magic. Je l'ai vu la dernière fois à l'aéroport, mais j'étais outré par la taille du truc. Je me suis dit, comment tu mets autant de choses là-dedans? Moi, je suis plutôt content. Mais tu parlais du côté féminin du design et tout, je trouve que ça en fait partie. Ouais, alors après, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, le leitmotiv de la finesse des téléphones pliants, la volonté, c'est d'essayer d'arriver à nous les vendre, ces fameux téléphones pliants. Ah oui, bien sûr. Parce que quand tu prends un Fold, malheureusement, tu vois, ça fait une méga brique à emporter. Oui. Et moi, c'est ce que je dis un peu, c'est que quand je montre un Fold à quelqu'un, tout le monde est fasciné un peu par le côté ouverture. Mais alors, par contre, praticité, voilà. C'est un enfer. Fragilité. Moi, j'adorais le design parce que je suis quelqu'un qui consomme pas mal de vidéos. Quand tu l'ouvres, c'est incroyable d'avoir un grand écran. Par contre, si je le ferme et que j'ai la moindre poussière dedans, j'ai peur de lui torpiller. Par exemple, j'avais filé mon Z Fold 3 à mon père. Du jour au lendemain, il a fait un green screen. Ciao, bonsoir. L'écran interne ne fonctionne plus. Moi aussi, mon Fold de 4, pareil. C'est un truc de fou. Tu sais, le pile, les gens qui retiraient le truc en croyant le film supérieur, en croyant que c'était le film de protection. Et non, sur le premier, c'était le cas. Mais j'ai eu ça avec le Z Fold 3. Enfin, mon père, du coup, l'a eu. Et pareil, mon Z Flip, le premier que j'avais acheté, pareil, je l'ai ouvert un jour et green screen, plus rien. Après, le Z5, c'est comme sur des téléphones relativement grands. Bon, au-dessus, c'est la tablette. Sur les tailles là, tu vois, c'est bien, tu me tends une perche. Là, il faut savoir quand même qu'ils ont fait un taux d'encombrement entre ratio écran-boîtier amélioré, c'est-à-dire que juste les bords sont plus fins. T'as plus d'écran pour le même niveau de taille que finesse. Ouais, ça c'est pas mal. Mais ça c'est une tendance du moment et c'est plutôt cool parce que je commence à en avoir ras le cul des trucs qui sont toujours plus grands, toujours plus hauts, toujours plus forts. Donc au bout d'un moment, ça dure un peu. Astrabay, en fait, il y avait un moment où vraiment les téléphones devenaient de plus en plus grands et Apple a sorti la version mini. En fait, les gens ils en adressent, ils disent bah oui. Quel régal, putain. J'ai tellement envie qu'ils sortent une version pro mais mini. Je l'achète demain quoi. C'est vrai? Ah ouais, je fais un compromis sur une caméra, je m'en ai rien à foutre, mais je veux une version mini. C'est tellement agréable en fait. Je sais pas si vous l'avez repris en main récemment, mais c'est tout petit, tu peux faire plein de trucs, c'est trop bien. C'est vraiment le même écosystème, ouais. Les S25, après, c'était comment dire, en termes de ratio, on est sur du 19, je me rappelle plus exactement en termes de taille, mais c'est du téléphone relativement long, un peu galbé quand même malgré tout. Ouais, ils étaient un peu. Non, là en fait, on est vraiment sur plus d'un truc classique, on est sur du 6,7 pouces, tu crois, je te dis ça. C'est quand même un beau bébé, ouais. Voilà, mais ils arrivent comme ça à le rendre plus compact, je pense, le S20. Ouais. Maintenant, on est tellement habitué à avoir aussi des briques que quand tu repasses à un truc, un téléphone genre plus S25, raisonnable, ça va. T'as une télé dans la poche. En vrai, pour l'époque, tu prends l'époque 2000, 2012, le truc il est énorme, mais en vrai, pour nous, ça redevient une norme un peu standard. Et cette année, ils refont le truc de la photo où tu peux zoomer jusqu'à la lune, là sur la photo, ils font quoi? Alors, pour l'instant, ce truc, il est toujours conservé. D'ailleurs, nous, on a fait le test du S24 FE, qui était le modèle l'année dernière pas cher, là, donc quand tu dis, qui est le Fan Edition, mais qui est un modèle juste moins cher. Alors, en fait, ce qu'ils font, oui, c'est quand tu zoomes, ils superposent à ton image une image de la Lune qu'ils ont dans leur base de données, pour te donner un côté un peu très plus détaillé et un peu télescope quoi. Il fait télescope. Quand tu prends une photo, ça grandit comme dans GTA San Andreas ou pas? C'est pas le cas. Après, pour en revenir, donc du coup, ils ont sorti One UI 7 aussi, mais très peu parlé. Ils ont bombardé. Moi, tu vois, j'étais avec la chef produit Samsung. Elle m'a bombardé tout sur l'IA avec aussi les capacités c'est full IA, quoi. Photos et tout. Il y a un truc qui est super cool quand même, tu vois. Il y a beaucoup de trucs. Bon, ok, tu te dis, est-ce que je vais utiliser ça tous les jours? Non. Mais par contre, tu vois, pour les gens qui aiment la vidéo, ils nous ont montré un truc impressionnant du traitement de l'audio. Tu vois, elle nous a montré quelqu'un qui est dehors, en train de faire du piano, en bord de scène, du bruit, des machins et tout. Ils ont réussi à cancel tous les bruits autour. Ah bah c'est comme ce que fait Apple, où tu détectes la voix, tu l'isoles, ou alors tu veux plus d'environnement. Ça cancel tout, le vent, la voix de quelqu'un parasite, le bruit des voitures, et même tu peux augmenter un peu le son de, tu vois, si tu prends un peu de loin, tu peux augmenter le son du piano là, en l'occurrence dans l'exemple, et c'était très très cool. Mais ça par contre sur l'IA avec la partie création de contenu, ça va être une dinguerie, parce que plus le temps avance sur effectivement la suppression de bruit, sur la qualité d'image, améliorer l'image pour détourer quelqu'un, etc., ça commence à devenir fou, et t'as plein d'outils aujourd'hui qui existent.
Bon, de manière un peu moins conventionnelle, en tout cas moins accessible, mais quand ça sera sur les smartphones, et ça commence déjà à être le cas, tu me le dis, c'est fou. Après, de toute façon, tu sais, on a connu, nous, cette ère où, en fait, t'as la limite physique des oui, c'est ça, objectifs. ouais. Et en fait, après, l'idée, c'est d'essayer de compenser ça par du soft, en fait. Ouais, mais même là, de la- ils allient les deux, là, effectivement. Ouais. Donc, Et de la décentralisation, parce que là, l'avantage, c'est qu'avant, tu mettais un truc comme ça à dispo, la personne avait le produit, et c'est terminé. En fait, il n'y avait pas de retour sur investissement, mais à part sortir un bon produit maintenant, tous ces réseaux-là et le fait que ce soit décentralisé sur la création du contenu, en fait, tu réentraînes les modèles derrière. Donc, c'est contributif. Les Alors- IA, tu continues de les entraîner en fin de compte sans le savoir, parce que bon. exactement. Les Ouais, CGI, il faut les alimentent, lire, ouais. hein, mais bah quand ouais. ils vous mettent à dispo un outil IA, quand ChatGPT permet de vous enregistrer, d'avoir des photos, etc., de faire de retours, c'est pour continuer à améliorer les produits en fin de compte. Alors, en fait, aussi, il faut savoir un truc, c'est que ce que tu dis est très vrai. J'ai pas la liste là, mais il y a des trucs qui sont traités en direct dans la puce. Ah, mais il y en a. Il y a Tu des peux te faire trucs, tourner qui des. sont en interne, tu vois, des améliorations de photos. La des trucs traduction, comme ça, la traduction améliorée, il me semble. Ouais, Ouais, tout à il y a fait. des choses, Là, des je vois puces. très bien des use cases où tu es à l'étranger, tu veux pas payer tes données parce que tu as la traduction en temps réel pour parler japonais. Traduction, t'as tous les résumés, ces histoires de. Enfin, Oui, tous ces parce trucs-là. qu'en gros, maintenant, tu as le processeur, tu as la partie graphique pour les jeux, Et et il y tu a as un ce qu'on appelle pros. les NPU, Ouais. NPU. les Neuronal Processing Unit, qui sont là pour gérer tous les calculs au niveau IA. Dernier petit truc aussi important que je vois à mentionner, moi, sur les téléphones à garder en tête, c'est un truc qui est un peu en train de monter en épingle, là. Il y a une levée de bouclier de la team Galaxy Ultra, S Ultra, Ok. parce qu'en fait, ils ont mis le stylet, mais ils l'ont dépourvu de toute fonctionnalité Bluetooth. Tu sais, à l'époque, on pouvait prendre le Prendre stylet, des photos faire et des tout. photos, Alors, faire genre, plein t'as de juste un objet bête les en air plastique, quoi. gestures et tout ça, là, tu pouvais faire des trucs. Et là, en T'as fait, plus rien. il n'y a plus Ils rien. te le remettent pas en option même Alors, c'était pas prévu à la base. 100 balles, Ah. 100 balles le stylet. Non, 100 balles. Le clic qui prend la photo Ouais, sur le c'est site. On clair. est parti sur une pétition, les mecs, où Mais les gars non. sont vénères de ouf. Je te dis, il y a une vraie communauté apparemment, tu vois. Et en fait, Samsung répond à ça. Je pense qu'en vrai, tu sais, ils sont un peu vraiment. Je pense qu'ils sont honnêtes un peu dans la démarche. C'est qu'ils ont eu la démarche de l'offre et de la demande. Je pense qu'ils se sont dit en vrai, les stylets Bluetooth, moi, tu vois, je Ouais, l'ai, personne hein. les utilise, ouais, Personne en vrai, les ouais, c'est utilise. vrai. Sauf que là, t'as une équipe d'énervés Oh putain. sur Internet. Ceux qui sont pro ultra, Ah, qui ont ouais, ça ouais. Sur le Galaxy Note depuis le premier, genre. Les Et 3 des- pécores qui font le plus de bruit Ah, sur vraiment, tous les et forums. qui sont prêts à venir jusqu'au siège brûler des poupées vaudou pour que les mecs ils fassent un truc. Non, mais n'importe C'est Donc- rigolo parce que c'était quand même une grosse fonctionnalité de l'époque. Alors, Ah, bah, c'était plutôt les la notes, fonctionnalité mais du c'était, Note, ouais, Ouais, ouais. à un moment ça a été vendu, mais en vrai déjà le stylet, je pense que chez Samsung on se demande encore si Ouais, on si va le ça laisser- sert, ouais. si ça sert à quelque chose. Mais surtout que la taille, tu d'utilisation. veux augmenter la taille d'un téléphone, augmenter les fonctionnalités d'un téléphone sans augmenter la taille, pardon. Le stylet qui se range à l'intérieur et qui traverse 5% de ton téléphone, les 5%, tu mettrais bien une batterie plus grande dedans. Ben, c'est clair, ouais, c'est ouais. ça, Ouais. c'est ça. Et pour donc terminer, comme je disais, C'est le même discours, excuse-moi, pardon, vas-y. c'est le même discours que Apple qui retire le jack, hein, le jack. Oui. Ah ouais, ouais, qui a headphone eu le jack, là. courage. Qui a eu le ils ont dit. courage. Ah bah dans Ouais, tous ouais. les cas c'est vraiment bon bah en fait fuck c'est le futur c'est ça on l'enlève et puis Après, bonsoir vous allez vous y faire. Je C'est n'excuse tout, hein. toujours pas Samsung d'avoir retiré par contre les cartes SD. Hein. Ça, sur le Edge de l'époque, Mais c'était c'est- inexcusable. Ils sont tous mis dans la brèche. Oui. Après, c'était aussi une volonté de Google de retirer les cartes SD. Bon, pour des histoires de Je vous performance, déteste tous. Ouais, de performance. lecture Oui, oui. écriture. Mais bon, Pas du tout pour vendre on des est téléphones d'accord. plus chers. On est d'accord. On vous voit. Hein. Et en vrai, quand même, mine de rien, ce qui pour moi devait finir comme un pet de mouche, genre entre guillemets, il y a 4 mecs qui gueulent et ça s'arrête là. Non, Samsung a quand même pris en compte la demande. Et en gros, oui, ça sera en option. Tu pourras acheter un téléphone, un stylet Bluetooth en option. Du coup, ils se sont dit, autant transformer un bad buzz Les pesos. en opportunité. Combien tu sais t'as le prix ou pas? J'ai pas le prix, mais à Ah, mon putain, avis, ça faut- va être faut 100 regarder. boules, hein. Mais Ah ouais, surtout, mais où est-ce c'est que clair. tu vas le ranger parce qu'avant, ça s'intégrait au Mais téléphone. tu le remplaces. Tu Ah, remplaces d'accord. ton stylet Ah, ça débile. remplace C'est ça, celui de c'est base. ça, l'autre D'accord. il sert à polluer la planète du coup. Et, C'est puis ça. l'autre, L'autre voilà. que t'as chez toi sur la Mais, table de nuit. ouais, je pense qu'au doigt mouillé, je vois bien à 99 €. Ah tu mais quel goût. Ça passe. vois. Ou un passerait. 129 en vrai. Ah les Avec goats. une petite finition aluminium brossé. Exactement. Ah, tu vois, vraiment. Ils vont avec faire le un coloris repeat qui en vont- termes de business avec les coques et le stylet. Et Apple, si vous Balance, nous regardez, balance. peut-être mettre un petit micro dedans. Hein, tant qu'à faire, vous avez bien pour enregistrer les vidéos et tout. Faites quelque chose. Ouais, Vous pouvez le poser sur un j'avoue. trépied. Et puis tu Clairement, t'en sers ah, mais comme ouais, un de ouf. micro. Ça serait fou. Il y a quelque chose à faire. Hein. Donc en vrai, si je devais faire le bilan quand même de cette prise en main qui n'est pas un test, bien sûr, après il y a des tests qui commencent à sortir. Donc n'hésitez pas à aller les voir parce que souvent c'est des copains. La proposition, c'est qu'en fait Samsung fait du Samsung, maîtrise son sujet,
tente 2 ou 3 trucs, de bouger une ou deux lignes, je pense notamment au S25 Ultra avec les bords arrondis et tout. On va voir justement si ça va se traduire par des meilleures ventes ou pas. Et ouais, full IA avec cette symbiose entre Galaxy AI et Gemini en fait. Et c'est vraiment, c'est ce qu'ils m'ont dit, c'est vraiment une intégration poussée interne, tu vois, au cœur du système pour que ça soit transparent. Et limite, l'objectif, tu vois, nous on en parle parce qu'on est des geeks, mais l'objectif un peu de Samsung, il est clairement affiché. C'est bon, je pense déjà d'essayer d'un peu de la mettre à Google en brandant Galaxy AI, tu vois. Et en même temps, l'idée, c'est quand même que ça soit transparent à l'utilisateur. C'est-à-dire que tu utilises d'une IA à une autre, tu fais pas la différence. Ouais, tu utilises ton téléphone, quoi. Ensemble, on veut juste les fonctionnalités, on veut pas savoir si c'est Gemini et Apple Intelligence ou pas. Ça m'amène quand même à une conversation, à une réflexion que je voulais vous partager. Pour moi, Samsung est très malin et ils font ce qu'a fait Apple. Avec le Apple Intelligence. Avec Apple Intelligence qui compense son niveau un peu faiblard d'IA par de l'OpenAI avec ChatGPT. Là, tu as Galaxy AI et tu as Gemini. Et en fait... Ok, d'accord. Voilà. Et s'associer à Google, ça avait déjà commencé ça fait longtemps, l'année dernière. Et d'ailleurs, c'est ce que me disait la chef produit de chez Samsung, c'est que, en fait, là où, par exemple, quand même Galaxy AI est un cran au-dessus, et c'est pas moi qui le dis, c'est que j'ai fait une émission avec notre ami Benjamin Vincent, là, tu vois, qui s'appelle Les Voix de la Tech, qui est très connoté Apple. Hein. Benjamin, il berce dans l'Apple et il a travaillé dans les médias Apple et tout. Et même lui reconnaissait aujourd'hui que Galaxy AI met une sacrée fessée à Apple Intelligence. Je te donne des exemples. Avec Galaxy AI, tu peux piloter de A à Z à la voix ton téléphone. Ok, d'accord. Voilà. Naviguer dans les applications. Allumer, éteindre le Bluetooth, le Wi-Fi, le machin. Et ça va même beaucoup plus loin. Pour l'accessibilité, c'est vachement intéressant. Ouais. Et du coup, ils ont poussé le truc de ouf. Et en fait, ils compensent tous les trucs sur lesquels ils peuvent pas faire, soit avec la puce interne, soit sans doute parce qu'ils n'ont pas les algos, les ressources qui vont bien, avec Gemini AI. Et donc, c'est pour ça que je te disais la dualité entre Apple, OpenAI et Galaxy AI avec Gemini. Mais je pense que le font au niveau supérieur. Samsung est peut-être, a peut-être senti le vent tourner plus vite que Apple, parce que Apple, t'as l'impression que quand ils ont annoncé Apple Intelligence, c'était un peu pas de dernier moment, parce que c'est quand même des lancements qui sont contrôlés, mais comme s'ils avaient voulu rattraper le train et faire un peu comme Microsoft à l'époque, où là on commence à se faire distancer. Mais ils ont toujours récupérer ChatGPT. Ils ont toujours joué ce jeu-là de moi j'attends que ce soit mature avant de me lancer. Sauf que là pour l'IA, clairement ils sont en retard les frérots. En fait, ils sont débarqués dans le train, tout dernier wagon. Mais ça se reflète un peu sur d'autres trucs. Enfin, je veux dire, pardonnez-moi, niveau Apple, je suis pas le plus versé dans le truc, mais niveau innovation, c'est vrai qu'à l'époque, c'était fou parce que tu avais tous les ans des lancements, tous les ans des nouvelles choses, de machin. Et là, depuis le Dynamic Island, voilà, il y a des meilleures photos, il y a de l'autonomie, il y a plus de puissance. Encore une fois, je vais vous sortir ma take, mais pour moi, Apple, en fait, à un moment, s'est jeté à corps perdu, on le sait, sur un sujet qui était la voiture. Qui a certes sans doute une voiture qui était sans doute une voiture intelligente, un peu autonome et tout, il y a un peu d'IA dedans, mais en fait ils ont fait ça et ils se sont lancés un petit peu à côté sur les lunettes qui pour l'instant sont l'Apple Vision Pro parce que on sait qu'en interne Tim Cook il veut des lunettes, mais portable, les ingénieurs d'Apple lui ont dit que pour l'instant la tech elle était pas prête de miniaturisation, je pense notamment. Du coup en fait l'Apple Vision Pro est déjà une première étape. Même si je pense que tu auras une coexistence entre les lunettes et le casque parce qu'il y a quand même des choses différentes. Par exemple, sur des lunettes, pour vous donner un petit peu les contraintes, c'est que même si tu fais des lunettes avec de la réalité augmentée, tu n'auras jamais le champ de vision que tu as sur un casque VR. Bah, voilà, tu as deux petits verres devant toi, donc à un moment, tu es obligé de faire avec. Voilà, donc, actuellement, pour donner une idée, les meilleures lunettes qui ont un champ de vision le plus large, c'est Meta qui a sorti son proto, la Orion. Et tu as 60 degrés, je le dis un peu de tête comme ça, c'est plus exactement ça, mais ça doit être 56 degrés ou 60 degrés de champ de vision. Tu parlais de limite tech, c'est Zuckerberg qui en parlait quand il a annoncé le Orion. C'est que les lunettes, du coup, le proto qu'il avait sur le nez, ça coûtait mais énormément. Enfin, c'était une fortune. En plus, il utilise des matériaux rares, je crois. Sûr, tout à fait, Mais même l'Apple Vision, en fin de compte, c'était un truc un peu élitiste. Bon, ça, c'est toujours Apple, c'est toujours un peu paillette, mais en fait, c'était un proof of concept. Fallait un poil amortir le développement du truc. Peut-être qu'il y aura des modèles, je pense, plus abordables par la suite, parce qu'ils vont suivre le feu Oculus. Mais pour finir, quand même, j'ai pas du tout parlé de la partie photo et vidéo, parce que, outre l'IA qui améliore via ses algorithmes,
la partie photo et vidéo sont les mêmes que les modèles précédents, que les S24. Il n'y a pas de, tu vois, de changement ils sont pas foulés, hein. Sur les lentilles, sur les ouvertures, sur les machins. Et d'ailleurs, vu qu'il y a eu quelques petites améliorations par rapport à ça, les anciennes versions les auront. Bah, pour l'instant, on m'a dit sans doute oui, mais on sait pas dans 6 mois, quoi. On sait pas quand. Okay. Si, pour être vraiment bien précis et complet, le S25 Ultra sur l'ultra grand angle gagne un 50 mégapixels. Mais tu vois, c'est histoire de pixels. On sait très bien, toi et moi, que ça se joue à la marge. Même si, bon, effectivement, pour de l'ultra grand angle, ça veut dire que vous aurez des photos un peu plus définies sur un ultra grand angle. C'est juste le seul changement. Sinon, ça reste les mêmes caméras. Donc, en vrai, j'ai envie de dire aux gens, si vous avez un S24, il est urgent de ne pas se précipiter à l'achat. C'est clair. Parce qu'en fait, si gardez-le. L'upgrade n'est pas nécessaire. Si vous avez, alors pour moi, si je devais juste dire, si t'as un S24, t'as une puce Exynos, on va dire que si tu sens que t'es un peu malheureux parce que t'as pas du Qualcomm. Ouais, c'est vraiment les Samsung addicts qui veulent avoir. Les gros geekos, ouais. Et puis c'est ceux qui vont vraiment faire le switch dans tous les cas, mais les autres. Mais après, si t'as un 24 Ultra, par exemple, t'as le Snapdragon, puisque ils gardaient le Qualcomm quand même sur le Ultra S24. Ouais. Donc du coup, il est urgent quand même d'attendre que ce que tu disais, toi, par rapport aux mises à jour qui vont peut-être venir s'appliquer sur S24. Et au final, t'auras la même chose en photo, à part juste pour l'ultra grand angle. Est-ce que tu as besoin de vraiment de passer à 50 mégapixels? J'estime que non, mais voilà, après, chacun fait ça ou à midi à sa porte, j'ai envie de dire. Depuis le début de la semaine, on est vendredi, j'ai pas d'iPhone. Mais je vais aller au-delà de ça. C'est-à-dire que l'idée du concept, je me suis dit, c'est que on passe vachement de temps sur nos tels, sur nos trucs, on consomme vachement. Et il y a toujours ce moment où tu te dis, bon, vas-y, flemme, est-ce qu'on testerait pas un truc? Et c'est le but de la vidéo que je suis en train de faire. C'est une semaine sans iPhone, mais sans multimédia. Donc, j'ai retiré complètement mon téléphone. Il est dans le placard, rangé, terminé, bonsoir. Pas accès à la télé pour quoi que ce soit. Pas accès à l'iPad le soir pour regarder du multimédia. En gros, le seul truc dont j'ai accès, c'est mon ordinateur pour pouvoir bosser. Le Minitel, quoi. Ouais, pour pouvoir bosser, mais après pouvoir éventuellement recevoir des messages, parce que je garde quand même le côté urgence si jamais il se passe quoi que ce soit. J'ai mon Apple Watch pour pouvoir répondre à des messages, recevoir des appels et faire du sport et la musique. En gros, le seul truc dont j'ai accès, c'est la musique pour le côté multimédia. Le reste, on dégage. Et je n'ai pas le droit d'envoyer de messages, je peux que les recevoir et y répondre. Donc si jamais il y a un livreur, je peux répondre au téléphone. Si jamais on m'envoie un message, genre là, comment ça se passe, l'organisation et tout, je peux y répondre. Le reste, j'ai pas le droit. T'as noté les règles du jeu là? T'as un petit, comment ça s'appelle, un petit calepin où t'as noté les règles du jeu? Ouais. Si je reçois un message, je peux répondre. C'est ça. Et ben je l'ai fait dans la vidéo. Ouais. Dans le montage, ça y sera. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez regarder. Il nous a complètement ghosté là. On lui a dit ouais, on arrive. Mais je l'ai appelé hier justement pour l'organisation du coup de l'enregistrement, du premier enregistrement machin. Et puis il me dit mais je suis sur la montre et je lui ai pas posé la question. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait? Je me suis dit il doit promener Tatooine, c'est son chien, hein, pour ceux qui. Il doit promener Tatooine, mais pourquoi il répond sur la. Essaye de faire tout comme sur l'iPhone avec ta montre challenge, tu sais. Ouais. En vrai, ça peut être un concept, mais tu peux faire plein de trucs. Étrangement, je me suis dit je vais peut-être me restreindre ou quoi. Et finalement, je peux utiliser l'iPad là, vous le voyez par exemple, juste pour la partie script. Donc lorsque je tourne une vidéo, j'ai mon script, et ben là je peux l'avoir et c'est exactement le même scénario là pour le podcast. Donc on commence le premier épisode d'un podcast sur la tech avec un mec qui a abandonné la tech. C'est ça. Non mais c'est super. Abonnez-vous pour plus de contenu. Tu vois, il détruit le business model de la chaîne. Il a poussé tout le monde depuis 10 ans à faire de la tech et maintenant je me débarrasse de la tech. Allez, c'est ciao. Et en vrai, il y a deux trucs. À la fois, ça fait du bien de fou. Parce que genre, ne pas être sollicité en permanence, ne pas sauter sur une notification et tout, c'est incroyable. Ouais, mais pourquoi tu trembles? On voit tes mains qui tremblent. Est-ce que là, il prend son rush d'iPad, son rush d'Apple. Il y a le compte à rebours, là, il sentait comme exactement. Je sais que là, bientôt, c'est terminé, je vais être enfin débarrassé. Mais il y a d'autres moments où, tu sais, t'es là, le midi, généralement, tu fais à manger, machin. J'ai toujours ma petite série, mon petit documentaire, ma petite vidéo YouTube. Là, t'as rien. Tu regardes le poulet cuire. C'est terrible. Le temps est si long, j'ai envie de crever. C'est horrible. T'as lu toutes les descriptions de produits dans toute la maison. Mais c'est exactement ça. Où tu sais, t'es là, sur l'Apple Watch, tu fais pas grand chose. Enfin, en tout cas, moi, je fais pas grand chose sur l'Apple Watch à part écouter de la musique, faire du sport. T'as même pas un Flappy Bird, même pas? J'ai rien. J'ai pas un jeu. Je regarde ma montre. Je demande à Siri, c'est quoi la météo? Je regarde dehors. Siri, raconte. Je regarde dehors.
Je regarde le poulet, je regarde dehors, je regarde le poulet, je regarde dehors. Il fait ce que les grands-parents faisaient, tu sais, à Exactement. l'époque, C'est ils notent les terrible. plaques Tu d'immatriculation. vis en 1990. Mais ouais, quoi. mais t'as pas C'est Nagui à 19h ou n'oubliez pas les paroles, Jean-Luc Bah non, Kretschmann t'as pas à le droit, midi, t'as t'as pas le droit, rien. Mais pas t'as le droit. rien. Même la radio, t'as rien du tout. Rien du tout. Alors tu peux, la radio non, parce que bon déjà j'écoute jamais la radio, mais je mets la musique en fait. Oui. On vous embrasse la radio. Donc oui, on fait de la radio a priori, mais non. Non, Le seul truc que je fais c'est écouter de la musique. Heureusement qu'il y a la musique, parce que sinon je serais en train de crever. Mais sans spoiler trop, parce que c'est l'objet d'une vidéo, j'imagine. Du coup, il y a quand même eu des côtés positifs en fin de compte. Ouais, alors, on va en parler dans tous les cas dans ce podcast. Après, vous verrez visuellement des trucs dans la vidéo. Mais c'est vrai qu'il y a des côtés positifs parce que t'as moins ce truc anxiogène de, tu sais, moi par exemple, quand je sors dehors, je mets mon manteau, je mets mon téléphone dans mon manteau et je mets les mains dans les poches parce que j'ai froid. Bref, on s'en bat les couilles. Mais t'as toujours la main sur le téléphone. Et je sais pas si vous avez ce truc là aussi, mais il y a toujours ce côté hyper anxiogène de tu l'as, tu le sens, limite t'enlèves ta main, t'as directement ton téléphone dans la main et tout. T'enlèves la main de la poche, t'as directement le téléphone dans la main. Et c'est hyper anxiogène en fait. Mais t'as la mémoire musculaire en fin de compte de sortir Exactement. le téléphone, t'as pas de notif, En fait, ça. il a pas vibré, tu le chopes et tu te dis est-ce que j'ai pas loupé un truc. Exactement. Moi je suis très comme ça et en fait c'est un truc que j'essaie de me débarrasser parce que même dans le cadre, je vais parler un peu du cadre professionnel, mais t'es facilement diverti. T'as Ouais. des notifs à droite, à gauche, on te contacte, machin, on te dérange pendant le truc. Et par exemple, un truc que j'ai fait, alors, je suis pas à ton extrême, mais dans les jours de la semaine, entre 9h et 18h, je reçois pas les notifs des applis de divertissement. Instagram, X, Facebook. Bon, Facebook, je sais pas si vous recevez. Moi, Facebook, ça me sert que pour les anniversaires. Ah, c'est vrai, j'ai noté ton anniversaire. Ouais, non, c'est pas vrai, c'est Facebook qui me le rappelle. Faut que je le rouvre de temps en temps, sinon il passe d'ailleurs en mode endormi. Mais c'est vrai que c'est un truc que j'essaie de me détacher parce que je suis un gros consommateur de mèmes, surtout sur Instagram où l'algorithme, il est vraiment impeccable pour te faire Il est perdre sur tes des côtes, tonnes c'est de temps. clair. Et sur tes côtes. ouais. Eh, Riwan, j'ai un même pour toi. C'est grave ça. Regarde. Tu sais, je réponds jamais. En plus, tu sais que je suis le pote parfait, je réponds jamais. Ah, je l'ai déjà vu. Je suis toujours énorme. C'est génial. Oh, c'est énorme. génial. suis le pote parfait. Énorme. Ok. Quand tu marques énorme, je sais que tu te fous de ma gueule. Ok, d'accord. Super. Bon, au moins, c'est Tu noté. m'envoies pas de même, Mathieu. Ok. Ouais, non, mais c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Ouais, non, mais en vrai, avec le smartphone, on se rend compte qu'on a des vraies addictions. Je parle de gestuelles comme un fumeur de clope, quoi. Exactement. Par exemple, sur Instagram, je me suis rendu compte que parfois, tu vas parce que tu as une notif, parce qu'on t'a envoyé un message et tout ça. Et ça, c'est la partie un peu frustrante parce que j'utilise, enfin, tu vois, les récaps d'heures de temps d'écran, machin. Et je sais que sur Instagram, ça représente une grosse partie, mais c'est parce que aussi, je parle beaucoup avec des personnes, tu T'as vois. l'activité professionnelle qui est sur Insta. Exactement, Aussi. Toi, c'est pas juste aussi. du divertissement, ouais. C'est ça. Donc, en gros, tu peux le diviser à la limite en deux, où c'est une partie un peu pro-utilisation et une partie où c'est le bordel, où tu vas juste niquer ton cerveau. Et ce qui est marrant, c'est que je me suis rendu compte qu'avec Insta, plus que y aller parce qu'il y a du contenu dessus, c'est ton cerveau qui va machinalement se dire bon en fait là je fais rien, je prends mon téléphone et je vais sur Insta. Je sais, ils sont trop forts. Hein. Et Ils ça sont c'est un trop truc de forts. fou. Et il y a Alors- toujours un truc où Ouais, tu mais regardes. il y a toujours un truc, mais tu vois, on va dire que je suis un peu c'est même pas une question, je pense, d'âge. Et moi, en vrai, je suis plutôt détaché des réseaux sociaux. C'est-à-dire que Insta et tout ça, pour moi, c'est un peu une torture parce que, en fait, mon cerveau, il a des mécanismes de défense. Tu vois, même TikTok, ça m'est arrivé de le lancer parce que, en fait, aujourd'hui, moi, mon addiction, c'est comme je suis youtubeur à plein temps depuis peu, finalement, 2 ans et demi. Maintenant, moi, mon addiction, elle est aux chiffres. Donc, Ah en ouais, fait, aux ton stats. addiction sur Insta, moi, c'est YouTube Studio. Et comme j'essaye un peu de me mettre au format short et tout, c'est aussi à TikTok où je vais lancer, mais pour regarder mes chiffres. Et en fait, moi, j'ai un mécanisme de défense où dès que je commence à, tu vois, tomber sur des vidéos de mecs que je suis, et en général, c'est soit des potes tech, parce que histoire de faire le mec que je soutiens, et j'ai un cousin à moi, tu sais, c'est un TikToker Call of, machin, donc il fait ses trucs. Moi, j'ai tout de suite un mécanisme de répulsion dès que je scrolle 3-4 fois. Tu sais, mon cerveau, il se met en mode non, dégage. Ah mais ça c'est bien. Ça, c'est, ouais. Généralement tu le fais les premières fois et puis après ton cerveau il fait ouais mais attends 2 minutes de plus c'est bien. Ouais, alors moi, ça va, pour l'instant, ça tient. Mais par contre, c'est pas que je suis mieux que vous, puisqu'au final, moi, mon addiction, elle est juste reportée sur. Ouais ça les chiffres sur, je l'ai eu un moment et c'est terrible. Parce que ça te mine le moral si Ouais. facilement. Dès qu'il y a une mauvaise performance sur une vidéo, vas-y t'es baisé quoi. Bon, Il y a après- ça aussi, ouais. Après, juste pour expliquer le contexte,
moi, j'étais pas comme ça avant quand je faisais rester connecté en mode récréatif, en mode hobby. Ouais, t'es passé en mode pro. Et là, en fait, bon, je sais pas pour m'étendre sur le sujet, mais tu sais que j'ai des... on a des... j'ai des... Comment expliquer ça? J'ai des attentes de résultats. Ouais. Et du coup, forcément, là, en ce moment, je suis sur les côtes des chiffres parce que je veux voir si je prends la bonne direction pour peut-être concrétiser le fait de devenir créateur à plein temps ou si laisse tomber, j'y arriverai pas financièrement. Mais ça, c'est assimilable à, comment dire, à n'importe qui comment dire, lance sa boîte ou qui C'est ça. est auto-entrepreneur, enfin, qui n'a pas de salaire fixe tous les mois, en fin de compte. Parce que j'ai comment dire, il y a des gens, ils se lèvent le matin, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils consultent les comptes de la boîte, tu vois. Donc c'est un peu pareil. Oui, c'est le ça. même pas lever du lit, le réveil sonne, boum, est-ce que je suis dans le positif? Est-ce que j'ai du pipe enfin, est-ce que j'ai des opportunités commerciales qui vont me rapporter ce mois-ci? Parce que tu es toujours, en plus avec la situation économique française actuelle, sur laquelle je ne m'étendrai pas, mais toi, tu as vraiment le mauvais côté des deux mondes. Tu es dans le monde du divertissement et en plus, tu es dans le monde du chiffre où le chiffre rapporte globalement. Mais je suis d'accord avec toi. Et en plus, je pense que ce que tu dis, tu vois, sans forcément s'étendre, mais en ce moment, on va pas se mentir, la France est plutôt dans un délire un peu morose. Économiquement, on nous rappelle la dette, etc. Et du coup, je pense que aussi ça joue un petit peu sur mon humeur et sur mon truc. Mais je comprends ce côté addictif que j'avais pas forcément avant. Tu vois, moi, j'étais du genre à dire, même à ma meuf, des fois, je peux sortir, ne pas avoir mon tel avec moi. À la limite, pour la musique, ça va m'embêter. Mais j'avais pas ce côté addictif des réseaux sociaux, mais il y a toujours une composante qui vient te hyper quelque part au bout d'un moment, que tu sois, je pense, dans la tech, créateur de contenu ou même juste consommateur de médias. C'est pour ça que pour faire les choses bien, j'ai foutu mon iPad de côté, j'ai foutu mon iPhone de côté. La télé, bon là c'est vraiment pour le décor, mais sinon elle est éteinte toute la journée, c'est un écran noir, c'est terrifiant. Pour remplacer ça, parce que moi je suis un mec qui prend énormément de notes sur mon téléphone, j'ai pris un carnet. Je note à la main. Wow. T'es revenu au papier. C'est terrible. Alors déjà, le premier jour, j'ai noté 3 pages, j'avais une crampe au poignet. Donc m'en parlez même pas, c'est terrible. J'ai acheté un réveil. Il est là, je vous l'ai mis pour l'exposer. Mais je me posais la question ce que c'était. Mec, j'ai acheté un fucking réveil. Pression, quoi. Le timer. Et le pire, c'est moi podcast à la pièce, quoi. J'ai fait des dans l'appart, j'ai fait des automatisations où quand tu te lèves, t'appuies sur le bouton stop, tu vas avoir les lumières qui vont s'allumer, la lumière qui, je viens de le dire, la lumière qui va s'allumer, la musique qui va se lancer, les stores qui vont s'ouvrir, etc. Là, ça fait pip 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 pip. C'est terrifiant, il y a rien d'autre, il y a pas de musique, il y a rien, il fait nuit, il pleut, t'es là mais je fais crever en fait. Et j'ai passé une semaine comme ça. Le mec fait ça en hiver en plus, tu sais, genre ouais, non mais c'est le problème de l'élite de YouTube, ça, toute la maison automatique et tout. Moi, je vous mets volets le matin, monsieur. Moi, j'aère ma chambre. Et en plus, en ce moment, tu sens que dans la région parisienne, il y a un battle avec Londres, tu sais, pour savoir quel vraiment, ouais, c'est clair. Il pleut le plus, quoi. Essaye de pas voir le soleil challenge. C'est aberrant. Moi, jamais j'ai gagné. Moi, mon clébard qui déteste l'eau, je peux te dire qu'en ce moment, il veut pas quitter la baraque, quoi. Tu m'étonnes. Non, alors ça, ouais, bon, c'est un autre sujet, mais le côté, tu te lèves le matin pour bosser déjà, t'es en télétravail, tu sors pas et tout, mais juste c'est dégueulasse dehors. Ça me fout le cafard. La cerise dès le matin. Ah ouais, c'est vraiment, j'ai passé déjà depuis le début de la semaine, le challenge est compliqué. Bon, dans la vidéo, ça se voit pas trop parce que effectivement, bon, quand t'allumes la caméra, c'est qu'à un moment, t'es là, t'es en condition, tu vois, t'es douché, t'es propre, t'es en mode, vas-y, je vais tourner, je mets le micro, etc. Il y a pas le côté du, il est 8h30, tu te lèves, franchement, t'as pas envie, quoi. T'es encore dans l'anticipation de quand tu vas, t'as pas fini le challenge, là, t'es encore dedans. Ouais, je suis encore dedans, ouais. Est-ce que t'as le côté anticipation de putain, je vais pouvoir retrouver mes outils, je vais pouvoir retrouver mon téléphone, je vais pouvoir. J'allais même te dire, tu vois, pour continuer à ce qu'il dit, est-ce que tu es dans ce mode-là ou est-ce que quand même tu en as tiré des leçons et dire de temps en temps, je sais que je vais arriver à m'en débarrasser parce que j'aurai besoin de ce temps. Et je vais vous dire, ça va très vite. C'est-à-dire que en fait, toutes les journées sont tellement longues que, par exemple, généralement quand je mange, disons à 13h,
Je mange à 13h, je me fais à manger, etc. Une fois que c'est terminé de cuire, je sais pas, il va être 13h15, 20, je vais manger en 10 minutes, donc 13h30 c'est terminé, je vais faire un tour au chien, je reviens, je suis devant l'ordinateur, il est même pas 14h. Généralement, quand je faisais ça, je m'arrêtais de bosser et puis je me fais une petite vidéo, machin, donc tu grattes un petit peu, tu recommences à bosser, il est 14h30, un truc comme ça. Et ce temps-là où t'as fait cuire les 15 minutes, tu vois que t'as passé à faire cuire le poulet, tu regardes le poulet en fait. T'as 15 minutes où tu réfléchis, où tu regardes ce qui se passe, où t'écris des trucs. Il n'y a pas de ton cerveau il s'est évadé, tu vois. Donc en fait, t'es tout le temps en train de réfléchir, t'es tout le temps en train de faire en train de réfléchir parce que tu fais pas quelque chose. Donc t'es pas dans l'attente de dire j'ai hâte de retrouver mon téléphone, parce qu'en vrai Instagram aujourd'hui je peux m'en débarrasser. Ce qui me fait vraiment par contre de la peine, et je le dis vraiment premier degré, c'est toute la partie film, documentaire et tout. Genre le soir, tu te poses, tu fais rien. Donc après, on discute, machin. Tu lis un petit peu ou pas du tout? Alors j'allais en parler justement, mais du coup tu fais rien pendant 2 heures. Donc tu vas récupérer les bouquins que t'as pas lus depuis un moment, tu vas regarder des trucs. Et par contre, je me suis mis en parallèle aussi à lire depuis un moment maintenant. Mais là du coup ça m'a relancé le truc où en fait, dès que t'as un moment de pause, tu vas lire. Tu vas lire un truc et tout ça, et cette semaine, j'ai tellement plus lu que d'habitude. J'ai remplacé, en fait, ces parties d'ennui par ça, et juste parfois, tu te fais chier parce que t'as pas envie de lire. Mais ce qui m'amène à un truc où c'est... je pense que c'est très personnel, et peut-être que vous allez pouvoir vous y rattacher ou le penser différemment, mais j'ai l'impression que du coup, en faisant ce truc-là, je suis arrivé à la conclusion que ma journée, elle est toujours sur un fil. T'as pas l'impression que t'as des moments de pause, des moments de décrocher. Ton cerveau, il est toujours monotone en train de faire des trucs. Alors parfois, tu vas faire du montage, tu vas faire de la retouche, tu vas filmer, tu vas prendre des photos, etc. Mais t'es toujours sur un truc. Ton cerveau, il va jamais se déconnecter. Pour par exemple, moi, c'est ce qui m'arrive généralement le soir où t'es dans le lit avec l'iPad, tu regardes une vidéo YouTube et là, en fait, juste ton attention, ton cerveau, il réfléchit plus, il vague à ses occupations. Ouais. Et du coup, j'ai vraiment l'impression de 7h30 jusqu'à 23h, mon cerveau, il est monotone sur un fil où en fait, il est toujours en mini-réflexion, mais il décroche jamais. Même quand je lis. Quand je lis, je suis ultra concentré, quoi. Et c'est vrai que j'ai même l'impression que ça me fatigue beaucoup plus, donc je vais me coucher aussi plus tôt parce que généralement le soir au bout d'un moment on se fait chier, donc vas-y quitte à faire quelque chose autant aller dormir tu te mets un petit bouquin et tu vas dormir, mais ouais c'est compliqué, et il y a une fatigue mentale en fait qui s'accumule un peu. Parce qu'en fait tu désapprends à ton cerveau de pas toujours être sollicité, toujours être hypé par quelque chose. Et moi, par contre, c'est un des sujets sur lequel je trouve que c'est vraiment cool dans ton expérience, c'est ce fameux trouble de l'attention. Ouais. Où en fait, en plus, je sais pas si tu as remarqué, mais aujourd'hui, en plus... C'est le début d'un podcast, ça. Je sais pas si vous avez remarqué. on n'arrive plus à se concentrer sur une seule tâche. Ouais. Mais même, tu désapprends à ton cerveau à le faire. J'avais vu, alors j'ai pas les liens de l'étude, je m'excuse, mais en fait, le fait de faire plein de choses à la fois et de pas se concentrer à faire une tâche, un temps, de s'allouer un temps vraiment et de travailler 2 heures d'affilée sur le même sujet sans sollicitation externe, c'est quelque chose qui est mauvais, en fin de compte. Pas que pour l'attention, mais pour la capacité de ton cerveau à continuer à raisonner. J'ai un exemple très précis. Quand je suis en train de faire du montage et parfois je fais des mini-exportations pour un effet ou un truc comme ça, ça dure quoi? Peut-être 10 secondes. Et le temps de ces 10 secondes, j'ai quand même le prendre pour aller sur mon téléphone checker un truc. Un mail, Instagram, peu importe. Donc même ces 10 secondes, je pouvais pas les canaliser et me dire bon, peut-être que je vais pas le faire, tu vois. Non, il y a des moments où tu le fais, il y a des moments et par automatisme en fait tu vas le faire parce que en fait ton cerveau il a besoin d'être connecté, il a besoin d'avoir un truc, il a besoin d'avoir une information sous le nez. Et il a besoin d'être excité par une image, un truc qui bouge, un son, par un mouvement. C'est terrible. Et c'est aussi un peu le problème de la vie dans laquelle on vit tous, c'est que quand tu regardes un film, au bout d'un moment à la télé, tu vas avoir une pub, donc t'as pas de moment de pause. T'es au cinéma, il n'y a pas le moment de pause au début, tu vas avoir des publicités de la ville, ensuite tu vas avoir les publicités des bandes annonces, des trucs Haribo, comme ça. Haribo. T'es tout le temps en fait continuellement en train de faire des trucs. T'es dans les transports en commun, tu vas entendre le bruit de Micheline qui est sur YouPorn qui est en train de faire un truc. Micheline sur YouPorn. C'est quelle ligne que j'évite? La ligne 4. Non mais t'as toujours un truc quoi. T'entends le bruit du métro, t'es toujours stimulé. Ouais, alors
Pour les transports, j'ai un avis plutôt opposé sur la question parce que je veux pas, enfin, je veux dire, mis à part quelqu'un qui sera en danger ou les signaux, comment dire, d'alerte ou l'infotrafic, globalement dans les transports c'est chiant quoi. Moi j'ai les écouteurs, j'ai la réduction de bruit, j'ai ma musique, j'ai mon podcast, j'ai mon petit documentaire en mode audio. Voilà. T'as Bubble dans les oreilles? J'ai Bubble dans... Bah je m'écoute pas quand même. J'ai fait quelques interventions, j'évite. Déjà je déteste ma voix, mais bon c'est un autre sujet. C'est beaucoup de monde. Hein. Par contre, ouais, tu vois le rapport au multimédia, maintenant on a tellement tout à dispo que j'ai l'impression qu'en fait il y a rien qui nous satisfait. Ouais. Je sais pas si le soir, je suis gros consommateur de YouTube, tu vois. Ouais. Le soir, avec ma femme, quand on mange table basse, on a petite vidéo YouTube, on a petite série, ce genre de choses. Par contre, ce qu'on essaye de faire, alors c'est compliqué de se dire, mais une fois par semaine, on mange tête à tête. Alors, c'est pas qu'on parle pas, qu'on raconte pas aujourd'hui, mais juste, il n'y a pas de distraction. Ouais, bien sûr. On est là en face à l'autre, on discute et tout ça, il n'y a pas de bruit particulier. Par contre, tu parlais du sommeil tout à l'heure. Moi, c'est très dur pour moi d'aller dormir. Je mets beaucoup de temps à m'endormir. Il y en a, ils touchent leur tête, elle touche l'oreiller. Mais ça, je ne comprends pas les gens qui font que... Mais vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez. Vraiment, c'est une dinguerie. Moi, je prends rendez-vous pour dormir, c'est 5 jours ouvrés, tu vois. Et c'est vrai que, alors, j'étais pas un grand lecteur. Je sais pas si c'est le parcours scolaire ou quoi, parce que les livres qu'on nous faisait lire, alors je sais qu'il y a des classiques, etc. Mais c'était Madame Bovary, je m'excuse, hein, mais je dois le terminer depuis 15 ans, tu vois. Mais par contre, il y a des livres, j'aime bien l'univers de Donjons et Dragons, ce genre de trucs. Je me suis acheté les livres de R.A. Salvatore, je me suis acheté la petite liseuse et tout. Je les ai en physique, mais je les ai quand même en liseuse pour pouvoir les transporter en déplacement sans avoir peur d'éclater le bouquin. Mais c'est vrai que je fais une coupure. Ouais. Mon téléphone ne pas déranger, le réveil il est mis. C'est vraiment ça. Et je lis le soir, et c'est vrai que j'ai plus de facilité à aller dormir. Parce que sinon, c'était petite vidéo, écouteurs. Et dès que je me sentais partir, c'était là, je pose les écouteurs et puis, c'est exactement ça. Je vais dormir. Mais c'est vrai que le petit rendez-vous, en ce moment, c'est ça en fait, mes soirées. Hein. C'est que on termine de manger, il est peut-être 21h. On discute, on est posé, machin, on fait des trucs jusqu'à 22h. On sort le chien et puis après on va se foutre au pieu quoi. Et puis après c'est petits livres et puis après on s'endort. Mais c'est vrai que je m'endors un peu plus vite avec la lecture. Et ça c'est l'utilisation des écrans ça pour le coup. Donc, hier j'ai lu pendant 2 heures, j'en pouvais plus quoi. Vous êtes dans le déni. C'est l'âge. Sur le côté cerveau qui travaille, je suis d'accord parce qu'entre avoir la vidéo et avoir le contenu qui est pré-mâché et juste lire le livre et s'imaginer la scène, mais lire c'est fou. Mais exactement, mais moi lire ça me demande une concentration qui est phénoménale. Quand les gens me disent ouais mais vas-y t'es dans les transports tu lis, je ne peux pas. En fait, il faut que je sois concentré, vous imaginez même pas. Transport, impossible. J'ai essayé, à moins que ce soit genre le TGV ou l'avion, impossible. Debout dans le métro, dans le train, c'est... Mais je ne sais pas comment ils font, franchement. Moi, j'ai besoin de me concentrer. Même maintenant, je me prends pour être... Bon, là, c'est un peu spécial pour la semaine, mais généralement, dans les semaines classiques, je me prends... Je réserve un créneau où dans l'agenda, il y a écrit lecture pendant 1 heure. Pendant 1 heure, je me pose... genre le matin, etc. Je me pose pour lire. Et si t'es comme moi, t'as peut-être du mal à t'y mettre. Putain, faut que je lise et tout. Par contre, moi, quand j'ai commencé, je peux plus m'arrêter. Des fois, je me tourne, je regarde l'heure, je suis non, là, faudrait peut-être que j'ai. Grave. Ça fait longtemps que je lis pas, malheureusement, mais c'est ça. Ouais, moi aussi, quand je commence après, je peux lire pendant 4 heures. Je m'arrête plus. Mais ouais. Et maintenant, il est dans les chiffres. Donc, bilan plutôt positif en fin de compte, cette expérience. Bilan hyper positif. Il y a un truc chiant que j'ai remarqué. J'ai reçu un mail d'une sortie de produit. T'es là, merde. Y a pas d'article sur le produit, juste des vidéos. Bah tu peux pas. Donc juste t'as la frustration de voir l'image et tu sais pas ce qui se passe quoi. Ça c'est terrible. Mais sinon ouais franchement le bilan est hyper positif parce que en fait t'as l'impression de redécouvrir un petit peu ton quotidien, le réagencer différemment. Alors après il y a des trucs où je l'ai vraiment fait dans l'extrême et encore on peut aller plus loin où tu dis vraiment il y a plus d'écran et tout, c'est-à-dire même le retour de la caméra c'est un écran donc tu le supprimes et tout ça. Et tout ça qui avait fait une expérience comme ça où ils étaient enfermés avec Léo Duff. Ah oui. Et une troisième personne, je sais. Ouais, je crois que c'était Cyrus North. Mais c'était intéressant. Mais alors, tu vois, parfait scénario, c'est que dans ce truc-là, c'est facile entre guillemets parce que t'es pas dans ton quotidien. T'as pas de stimulation externe parce qu'en plus ils étaient dans la forêt, ils avaient pris un truc un peu sympa et tout ça. Mais donc en fait, vu que t'es pas dans ton quotidien, tu peux te dire bon vas-y on va rester 2 jours comme ça, sans hôtel, sans nos trucs. Quand t'es dans ton quotidien, stimulé par les trucs qui t'entourent, que tu vas dans les transports, la tentation elle est autre et puis t'es vite à te dire bon. Allez, juste pour cette fois. Les gens, ils le sauront pas. Dans tous les cas, c'est pas dans le montage, tu vois. Et c'est un effort mental de sortir, justement, de penser à ne pas le faire plutôt que de juste
pas le faire. Exactement. Mais en fait, c'est ce que tu dis. Moi, ce que j'ai l'impression de comprendre, c'est que c'est une question de comment dire, de temps, en fait. C'est-à-dire que tout est dans la modération du contenu et tout est dans les moments dans lesquels tu le fais. Par exemple, tu sais qu'en allant au lit, tu le fais pas. Pendant le repas, tu le fais pas. C'est ça. Et que quand tu le fais, comment dire, je sais pas, le petit popo avec le téléphone dans la main, bon, tant que tu te perds pas pendant une demi-heure, 1 heure, globalement, c'est OK, quoi. Plutôt que de lire. Ouais, mais en vrai, tu vas le faire aussi. C'est là, par exemple, quand tu vas aux toilettes, au lieu de passer une demi-heure, bah, tu vas y passer 10 minutes parce que t'as juste la musique et tu fais ton travail, tu vois. Ouais. Donc, en fait, tu vas gagner beaucoup de temps cumulé sur des trucs débiles où, effectivement, bah, à la fin, tu le vois, le résultat, hein, t'as 7 heures d'Instagram dans la semaine. Mais c'est vraiment, je pense qu'il faut à la fin trouver le juste milieu et pas le faire à l'extrême. C'est de dire, bon, bah là, on passe une soirée juste tous les deux, on discute, machin. Là, on va faire, là, on va se regarder un petit film. Là, bon, ok, ce soir, c'est moment lecture, tu vois. Soyez raisonnable. Non, mais attendez, parce qu'il y a le mode hard encore, que vous n'avez pas encore débloqué. Et dont je vais pas trop m'étendre, parce que sinon on pourrait en faire encore pendant des heures. Attendez d'avoir des enfants, les mecs. Parce que moi, j'ai des enfants. Et en fait, après, t'as même cette culpabilité. T'as même cette culpabilité où dès que tu sors ton téléphone, alors que toi, t'essaies d'inculquer à tes enfants de pas être addict. Ouais. Voilà. Moi, j'en ai un, il a 9 piges. J'essaie de lui mais en fait toi-même déjà t'es ton propre ennemi en fait. Et en plus aller chercher la paix en les mettant devant un écran, parce que quand ils sont devant un dessin animé, ils sont hypnotisés par le truc et toi tu peux souffler. Ouais. Ça c'est le grand problème de toute façon des parents, entre ceux qui jugent et qui arrivent et qui parfois même ont des parents, hein. Mais on va pas faire ça là-dessus pendant 3 heures, mais juste pour comprendre, il y a des gens qui sont allergiques contre et aux écrans pour les gamins, et c'est vrai. Il est dit qu'on met pas un enfant en dessous de 3 ans devant un écran. Le problème, c'est que la réalité, elle est très difficile. Mais c'est un long débat. Ouais, je peux te dire qu'à mon avis, s'il y a des gens qui sont dans ma configuration avec 2 gamins, dans les commentaires, ça va se chamailler de ouf. Peut-être dans un prochain épisode, un sujet complet là-dessus. C'est la dépendance technologique des enfants. Ouais, et c'est quelque chose. Mais en tout cas, voilà pour mon petit retour d'expérience. En tout cas, c'est un challenge qui est vraiment intéressant. Bon, je suis encore dedans, j'ai pas encore terminé, et je pense que le plus dur reste à venir, parce que quand vient le week-end, vient la partie un petit peu détente où t'as plus le taf, machin, tu peux te reposer un petit peu, te poser devant un film, devant Turbo le dimanche, faire un petit Dofus. Non. Rien. Vous posez pas devant Turbo le dimanche, je vous en prie. Mais on attend la vidéo avec impatience en tout cas. Mais voilà, en tout cas, c'est hyper enrichissant et sur différents points. Après, je vous laisse faire votre propre expérience personnelle vis-à-vis de la situation, mais éventuellement essayez de le tester à la maison. Une petite détox. Ouais, une petite détox. J'ai appelé ça un jeûne technologique. J'ai pensé à toi quand j'ai fait le terme. Donc voilà, rien de religieux ou quoi dans ce test. C'est juste que j'avais envie de me challenger et voir si j'y arrivais. Et c'est vrai que c'est plutôt sympa. J'ai entendu parler d'un truc. Ouais. DeepSeek. Exactement. Par rapport à l'IA. Faut que vous m'en parliez, les gars, là. Oh là là. Je crois qu'il y a une dinguerie qui est en train de se passer et on est dedans, c'est tumultueux. Oh là là. Alors, tu vois, dans l'IA, il y a eu le premier effet waouh de ChatGPT qui est sorti avec toutes les dingueries qu'il savait faire. Et ben, imagine cet effet waouh où aujourd'hui, on a un truc similaire qui fait tout pour moins cher. On dirait une vieille pub de déco, quoi. Exactement, tout à fait. J'étais spécialisé là-dedans, c'était mon ancienne vie professionnelle. Oh, ça fait tout pour moins cher. Ça fait tout pour moins cher. Petit coup de peinture là, hop, on n'a pas vu. Exactement. Non, mais pour parler de DeepSeek, alors DeepSeek, c'est très complexe. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une startup qui a sorti une intelligence artificielle. D'ailleurs, il n'en a sorti pas qu'une, il en a sorti 2. On a DeepSeek V3, qui est l'équivalent d'un OpenAI ChatGPT. Présenté comme l'équivalent. Voilà, présenté en tout cas comme l'équivalent, mais dans le fonctionnement, c'est le même. Oui, d'accord. C'est un LLM, en gros, voilà, c'est ton ChatGPT 4o. Et tu as donc la version DeepSeek R1, qui est donc l'équivalent d'un ChatGPT O1, du coup, qui est en fait la différence entre les deux, c'est juste que la version R1 et O1, donc pour ChatGPT, a la capacité de raisonnement. Là où l'autre, il est plutôt entraîné. Il est textuel. Voilà, exactement. Il y a un peu ce qu'on en disait tout à l'heure. Il fait du texte. Il est probabiliste en fin de compte. Il est probabiliste, voilà, plus que... voilà. Même si aujourd'hui, ça devient un peu plus complexe. Bref. Mais dis-moi, Mathieu, d'où est-ce qu'elle vient, cette IA DeepSeek ? Je te dis, alors, DeepSeek... De la mer. Malgré des profondeurs de la mer, exactement.
Voilà, faites très attention aussi à l'orthographe parce que vous pouvez tomber sur d'autres choses. Il faut savoir que, en fait, bien qu'elle ait une consonance très anglaise, eh bien, c'est absolument pas du tout anglais. C'est chinois. Du coup. Ouais, ok. Et souvent, en fait, pour beaucoup de sujets, mais même en France, tu vois, on utilise des anglicismes ou des anglicismes, on va dire, pour justement pouvoir vendre plus à l'international. Voilà. Force à notre ami Mistral, qui est notre IA française. Le Mistral gagnant. Qui a sorti le chat. Mistral gagnant qui Exactement. a eu beaucoup de financement de la part des Américains d'ailleurs. Yes, exactement. Ils essaient de piquer, je pense, à ce fleuron français. Chut, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Donc, qu'est-ce qui se passe? DeepSeek débarque. Et en fait, ça fait quand même plusieurs mois que c'est là, en fait. Hein. Ça date pas d'hier. Ça fait un petit moment. Donc, en plus, si je te dis V3, c'est que tu te doutes qu'il y a eu une V1, V2. Voilà. Et j'en ai jamais entendu parler. Et cette semaine, vu que j'ai pas mon téléphone, j'étais pas sur l'actu, donc je ne sais pas. Globalement, tu vas en entendre parler, je pense, à mon avis, c'est ça, la semaine prochaine, puis après. Ok, ouais. Après, on va voir. J'anticipe. On va voir. Mais qu'est-ce qui a foutu un boxon mémorable? En fait, c'est que au-delà de faire une IA qui est plutôt bonne, parce qu'en fait, OpenAI, il a déjà ses concurrents. Hein. Il y a Gemini, il y a Anthropic, il y a Anthropic avec Claude, il y a tout un tas de avec concurrents. Claude. Ouais, il y a un IA qui s'appelle Claude. Ouais. Exactement, tu vois. Ok, enchanté. Mistral, on a... Lucie. Ouais, Lucie, c'est autre chose. Il m'a regardé. C'est une sortie de Le route. visage décomposé. On ferait une petite. Ça a pris l'autoroute, mais c'est tout de suite sorti. Et en fait, donc c'est une IA qui s'est viandée, hein, une IA française qui était en fait plutôt un prototype, qui a été plutôt montré. C'est pas qu'ils sont nuls, hein, c'est qu'ils ont. C'est qu'ils ont été marketés comme quelque chose. En fait, ils l'ont pas présenté suffisamment comme un projet de recherche parce que alors. On peut peut-être faire un aparté là-dessus, mais c'était un projet qui a été développé aussi avec le CNRS. La société de base, la maison mère, c'est l'Inagora, mais avec de l'aide du CNRS. Ah ouais. L'IA est sortie et les gens qui sont maintenant, la plupart qui utilisent des agents conversationnels habitués à, à tenter de casser le truc et juste à poser des questions générales, niveau calcul, c'est pas bon. Et niveau, je sais plus, le 5x5x5, un truc comme ça. En fait, il lui a mis en fait, non, c'était un calcul avec du 3 et entre parenthèses plus. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Et en fait, il s'est viandé. Il s'est viandé. Les œufs de vache, elle nous explique ce que c'est que les œufs de vache. Exactement. Ah la vache. Ok, ouais, c'est déconnecté, quoi. Mais alors, pour moi, c'est pas qu'on est mauvais, c'est que c'est une IA. Alors, pour le contexte, elle a été présentée comme une solution plutôt européenne, respectueuse des principes. L'environnement, c'est ça. Et puis des valeurs. Les On serveurs appelle ça et tout, souveraine. Ouais, c'est une IA souveraine développée en Europe, machin. Le problème étant que vu que c'est un projet de recherche, mais ils l'ont pas marketé comme ça quand c'est sorti, les gens ils ont voulu faire la même chose que les autres. Et puis évidemment, ça a pas loupé. Ça a pas de buzzer. Pas mal, non? Ça marche c'est français. Et effectivement, ils ont été obligés de faire un communiqué qui est sorti il y a pas très longtemps, je crois hier ou avant-hier, alors on enregistre ce podcast, sur non, effectivement, c'était un projet de recherche. Ils l'ont take down, enfin, je veux dire, ils ont fermé le site, etc. Ils ont fini le truc vu la tollée que ça a pris, en précisant bien que c'est un projet de recherche et qu'à l'heure actuelle, ils en étaient plus au stade de proof of concept plutôt qu'un produit fini, un projet de recherche, de développement. Le mal est déjà fait. Limite, c'était un truc interne qui n'avait même pas vocation de sortir pour le grand public, mais qui a été. Ils l'ont sorti juste ils ont essayé de. Une poignée, ouais, ils ont mis le truc en access. Et en fait, le problème, c'est que, comme il a dit, c'était un proof of concept. Et que du coup, en fait, par exemple, elle n'avait pas du tout des notions de calcul. Elle est nulle en calcul. Bon, il y a quelqu'un qui a essayé de poser un calcul. Ça a donné ce que ça a donné. Puis les histoires d'œufs de vache aussi également. Orthographiquement, c'est correct. Hein. Bref. Alors, et du coup, DeepSeek a eu aussi son petit lot de personnes intéressées. En fait, le truc, c'est que, il y a eu des gens qui ont été intéressés. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la machine, elle s'est emballée parce que, en fait, d'après ce qui se dit, c'est qu'elle a autant de capacité que donc, son principal concurrent, que ChatGPT. Donc jusque-là, en vrai, j'ai envie de te dire, il n'y a rien d'anormal parce qu'il y a plein d'IA tous les jours qui sortent et il y a des benchmarks d'IA que tu peux aller consulter. Si tu veux, il n'y a pas de classement établi, tu vois. ChatGPT n'est pas toujours numéro 1. Et en fait, le truc qui a fait que ça a déraillé complet, c'est que en fait, cette IA, d'après les gens qui sont derrière, donc le boss de DeepSeek, elle a été développée pour, accrochez-vous, 6 millions d'euros. Parce que c'est en dollars, c'est un peu moins. Okay. Donc 6 millions. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, le problème, c'est que, je sais pas si tu le sais, mais en ce moment, avec le marché de l'IA,
on est toujours en train de nous dire il faut de l'argent, il faut de l'argent, il faut de l'argent parce que entraîner les modèles, mettre les infrastructures derrière, plus de puissance, plus d'énergie, voilà, tout ça. Ça coûte très cher. Ça coûte très très cher. Et là, tu as un mec qui arrive qui dit bah nous on a fait un modèle qui ne nous a coûté que 6 millions d'euros. Et là, la machine s'emballe. Tu as Wall Street qui se casse la gueule. Donc Nvidia qui fait tu vois, je sais pas si tu as déjà regardé même par curiosité les cours de bourse, mais sans être un expert, tu vois le graphisme, ça fait un pic tout droit. C'est pas genre une descente sur le marché US en fait de manière générale. Il a fait surtout toute la bourse quoi. Le cours de bourse c'est 600 milliards de dollars qui sont évaporés. Alors je tiens quand même à le dire parce que ça fait très sensationnaliste, mais en fait en gros, tant que tu n'as pas vendu tu vois, des actions, si tu achètes des actions, que tu as mis, je sais pas, je dis une connerie, tu as mis 1000 balles et le truc il est monté jusqu'à 5000 euros. Si demain le truc s'effrite et que tu tombes à 500 euros, bah en fait, si toi tu n'as toujours pas revendu, tu as laissé le truc en l'état, tu n'as pas perdu tout ton argent. En fait, il faut juste attendre que l'action. On a perdu une partie. C'est la bulle spéculative. Voilà, exactement. En gros, voilà, là, mais c'est potentiellement ce qui s'est passé. Et ça veut dire que c'est potentiellement le bon moment d'acheter chez Nvidia après. Et Nvidia, c'est une des boîtes qui croît énormément. C'est la boîte. Une croissance continuelle. Mais je pense que c'est quand même le bon moment pour dire que nous ne sommes pas des experts financiers, les mecs. Parce que après, on peut venir nous demander des comptes. Non, attention. Sachant qu'en plus, comme tu le dis, au moment où on tourne, c'est souvent décalé. Là, au moment où paraîtra l'épisode, on ne sait pas du tout où on sera. C'est clair. De toute façon, investir comporte des risques. Maintenant, utilisez les bons outils. Oui, c'est votre responsabilité. Investissez ce que vous avez envie d'investir. Nous, on n'a pas de formation à vendre. C'est ça. Voilà. Et c'est de votre responsabilité. Pour vous dire un petit peu quand même ce qui s'est passé. Donc, Nvidia, c'était un peu la tête de proue qui a pris très très cher. Parce que c'est sur leur comment dire, leur GPU que c'est eux qui ont le business. C'est eux qui ont le business des GPU d'entraînement. Mais par exemple. Ah, mais c'est pour ça en fait. C'est lié à Nvidia parce que pas parce qu'ils sont bons en bourse, juste parce qu'ils sont liés à DeepSeek. En fait. Ils sont liés, mais en fait, ils utilisent du GPU pour. Ils sont pas liés à DeepSeek, mais ils sont liés à l'IA, à l'intelligence artificielle. En fait, aujourd'hui, les IA sont entraînées sur des cartes graphiques en fait. Cartes graphiques spécialisées, mais c'est des GPU, voilà, c'est des puces qui sont faites globalement par Nvidia. Mais tu as toute l'industrie qui est en connexion avec l'intelligence artificielle qui a pris. Et surtout qu'ils ont des frameworks aussi en fin de compte, parce qu'on voit Nvidia comme le fournisseur de cartes graphiques, mais qu'eux, ils supportent aussi des plateformes pour amener les gens vers le développement d'outils IA appuyés par des technos Nvidia. C'est pour ça que AMD est un peu plus en retard parce qu'eux ils se basent sur de l'open source, etc. Mais exactement. Ils sont moins concernés par ce problème en fin de compte. Pour donner d'autres cas d'usage, tu as Broadcom aussi également qui est aussi quelqu'un qui a des choses sur l'IA, qui a des éléments, des composants sur l'IA, a perdu 17%. Et tu as le fameux TSMC qu'on entend souvent, tu sais, le fondeur de puces taïwanaises, là, qui lui aussi a baissé de presque 10%. Donc, en fait, en fonction de si tu es plus ou moins exposé, surtout médiatiquement, vu qu'en ce moment, Nvidia, tout le monde parle que d'eux, tu prends plus ou moins cher dans la bourse. Bref. Oui, et puis bon, ils ont lancé leur nouvelle carte graphique aussi, donc ça en va Série 5000 qui sont encore boostés à l'IA pour tout un tas de fonctionnalités en plus. Tout à fait, ouais. Surtout que ça a été d'ailleurs un des principaux arguments marketing aussi de ces nouvelles puces. Un des quoi, comment tu dis? Un des principaux, pardon. C'est mieux. Hein. Non, mais parce que j'ai dit un, du coup j'ai dit. T'as enregistré, t'es fait attention. Et non, mais j'avoue. La fourche à langue. Exactement. Bon, si j'essaie de rebondir après tout ça, il faut savoir que du coup, ça a fait les gros titres. Et il y a un autre truc aussi qui est devenu très crispant, c'est que, comme on l'a dit, DeepSeek est une IA chinoise. En plus de ça, pour rajouter encore en plus, on va dire, du grain à moudre, c'est que cette IA, elle est open source et elle est gratuite. Ce qui n'est pas le cas d'OpenAI. OpenAI, tu as des forfaits qui vont de 20 balles jusqu'à 200 balles. Ouais, mais c'est gratuit de base. Enfin, moi, j'ai la version gratuite, par exemple. Oui, mais tu as la version gratuite, mais vas-y. Elle est alors gratuite, oui, pour les fonctionnalités de base. Open source, c'est-à-dire que le code source est publié. Toi, tu peux récupérer, tu peux l'améliorer, tu peux redévelopper les trucs. Alors, sur DeepSeek, il a. Oui, pardon, je parle de DeepSeek, effectivement. Peut-être pas le comment dire. Je connais pas exactement quelle licence open source c'est, donc je pense que ça doit être une licence qui a but non commercial ou quoi d'ailleurs, tu peux pas de la revendre ou revendre des produits basés sur l'IA, je sais pas exactement, me citez pas là-dessus, mais tu peux venir lire le code. Là où la technologie OpenAI, derrière, c'est du propriétaire, tu as accès à l'interface, mais tu vois pas les entrailles de la machine. En tant qu'utilisateur, tu y as accès gratuitement, sauf si tu veux payer pour avoir d'autres options. Mais tu peux pas l'auto-héberger, par exemple, ou venir modifier son fonctionnement. Oui, ok.
Ouais, du coup, je vais juste en revenir là-dessus. Mais d'ailleurs, OpenAI, à la base, était open source et c'est refermé derrière. Bref, qu'est-ce qui se passe dans tout ça? C'est que déjà, elle est open source, donc elle est vérifiable et tu peux l'installer, comme le dit, tu peux l'héberger sur une de tes machines, l'auditer, la modifier, l'améliorer, etc. Ce qui est cool, d'ailleurs, par exemple, pour en parler justement, rentrer, aller dans le vif du sujet, typiquement, on va le dire, DeepSeek a des guidelines, des guides, des lignes de conduite vis-à-vis, par exemple, de tout ce qui est gouvernement chinois, les sujets un petit peu... tendu, historiquement à cause de Watch, j'ai red flag dans ma tête. Tu vois, t'as des drapeaux rouges, on va dire. T'as des choses touchy, genre sur Taïwan, sur les Ouïghours, sur bref, tout un tas de sujets sur lequel, géopolitique un petit peu tendu, quoi. Voilà, sur lequel DeepSeek a été entraîné pour ne pas répondre. Voilà, typiquement. Mais des biais, en fin de compte, des biais liés à la Chine et son histoire. En vrai, tu vois, je sais que le monde il est très polarisé, on va dire, par rapport à la culture qui est du peuple chinois. C'est comme ça, le gouvernement, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est leur manière de diriger les choses. Ouais. Quoi qu'il en soit, par contre, rien ne t'empêche de prendre DeepSeek, comme le dit Erwan très bien. Erwan, oh putain, je savais, au moment où je le dis... reste au montage, soyez témoins. Le moment où je le dis, putain... Il m'a regardé, il m'a frappé les genoux. Non, je mets pas de flag. Coupable, t'es fou, toi. Pas de soucis, Mathias, pas de soucis, tu peux enchaîner. Tout à fait. Alors, donc, comme le disait Erwan, pardon, en fait, par exemple, tu peux prendre ta version de DeepSeek, l'héberger chez toi, et si tu touches un peu ta bille, tu peux même carrément... le modifier pour enlever toutes ces problématiques là liées à l'IA, enfin liées au gouvernement chinois, etc. Bref, ça qui est cool. Bon, le problème dans tout ça, c'est que tu te dis bon bah cool, sauf que de 1 ils ont poutré Wall Street, de 2 ils ont remis en cause l'hégémonie américaine sur l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand tu penses intelligence artificielle, tu penses que aux Américains. Ouais. Donc du coup là ça a été problématique. Et de 3, il y a des controverses sur cette IA. Tout simplement, pour te donner un des premiers exemples, c'est que OpenAI et Microsoft, déjà les premiers, puisqu'il y en a eu d'autres, se sont élevés en disant, en fait, on pense que DeepSeek a copié nos technologies. Et ils auraient utilisé une technique qui s'appelle la distillation. En gros, pour la faire simple, c'est genre, imagine un professeur et son élève, et tu as l'élève qui recopie de manière illégalement, on va dire, qui recopie sans avoir le droit, l'autorisation de recopier tout ce que le professeur fait, à l'identique. Et du coup, en fait, tu comprends quand... C'est comme si toi, tu te faisais chier à faire une R&D de zinzin pour développer un truc. Oui, je reprends ce que tu as fait. Il reprend ce que tu as fait. Donc, comment il a coup, fait, lui, là, fatalement, vite fait, le voisin fatalement, tu passes à des centaines de milliers, voire des milliards de dollars d'investissement à peanuts. Parce que, oui, à 6 millions, quoi. Mais il y a un truc qu'il faut savoir quand même, c'est que et OpenAI, avant même de partir dans les accusations, et même, tu vois, par exemple, tu as plein de grands ponts de l'IA, même Yann Lequin et tout ça, bref, quoi qu'il en soit, il y en a quand même qui se sont accordés à dire que ce qu'a fait DeepSeek est très fort en termes d'optimisation. Et genre, en gros, même s'il est avéré que DeepSeek a pompé, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, en fait, le problème, c'est que OpenAI, Microsoft, ils sont en procès du coup là ou pour l'instant, c'est au moment où on tourne c'est des spéculations en fait. C'est eux ce qu'ils disent. Et en fait, ils ont pas de preuves. En gros, ils ont des pistes, mais ils ont pas de preuves. Voilà, ils pensent que la manière des fois dont certains raisonnements sont faits sont très proches de ce que propose ChatGPT, tout ça. Bref, mais en gros, quoi qu'il en soit, cette histoire-là restera quand même dans le fait que il y a quand même eu de l'optimisation qui ont été faits. La philosophie dont traiter l'IA, j'essaie de vraiment rester très basique, parce que même moi, je suis pas non plus... mais tu vois, la manière dont la philosophie est faite, il y a de l'optimisation derrière. Et en fait, comme déjà, c'est open source, tu peux être sûr que tous les autres vont reprendre les bons points. Ils vont se refaire un DeepSeek russe. Typiquement, tu as Perplexity, qui est très connu, et Perplexity qui est devenu un petit peu, pour les initiés, un petit peu pour les mecs qui se connaissent bien. Aujourd'hui, tu vois, quand tu veux faire une recherche sur Internet, teste Google et teste Perplexity, tu vas voir, ça change du tout. Moi j'utilise Perplexity au quotidien. Et Perplexity a déjà intégré DeepSeek, vu que c'est open source. Ils ont leur version de DeepSeek intégrée
dans leur IA en fait. Ok, Et il faut se d'accord. rappeler que par contre, dans l'open source, ça veut pas dire que c'est nécessairement gratuit. Tu peux vendre de l'open source. Là Oui. où ça régit, Ouais. ça va régir dans l'utilisation que tu en fais du point de vue du redéveloppement, de la redistribution en fin de compte. Mais C'est-à-dire DeepSeek que- est totalement gratos. Ouais. Ouais. Faudrait que je regarde quelle licence c'est exactement. Ouais, si tu peux j'ai plus la revendre licence en tête, en donc, citant, ouais. tu sais, le fait que c'est des techno DeepSeek derrière. Ouais. Mais est-ce que tu as entendu parler par la suite? Alors, tu as d'autres. Bah, pour Perplexity, il mentionne que DeepSeek s'intègre. Tu vois. D'accord. Comme DeepSeek est tellement devenu hype et que c'est une marketing, tu vois, ils l'ont ajouté. Donc en fait, pour l'instant, il y a ce truc-là qui pourrait amener à une méga guerre froide, on va dire, entre les US et les la Chinois. Chine. Mais qui. Et à des procès de l'espace. Ouais. Sachant qu'en vrai, les US et la Chine, ils ont un peu deux visions de la tech très différentes. C'est-à-dire que les Américains sont très création de la valeur, protectionnisme. Patriote sur, ouais, sur et puis, le côté l'intelligence qu'ils font. propriété intellectuelle. Ouais. Ça veut dire que tu peux protéger ce que tu fais. Complètement. Les Chinois, ils ont une philosophie. Ils font et ils répondent. Nous, on appelle Tenez. ça de la copie. Eux, ils estiment que tout ce qui leur passe entre les doigts, c'est de l'open source. C'est un peu ça, ouais. Ils sont open source, c'est tout. Donc, Ah en bah de gros, toute façon, ils ont open sourcé les smartphones, les produits d'entretien. Et moi, j'ai été en Chine une fois, il y a très longtemps. Il y avait déjà ce proverbe qui traînait souvent, tu vois, parce que j'avais testé à un moment le métro chinois et ils venaient d'ouvrir un peu les premiers équivalents à la ligne 14 tout automatisé. Ah, c'était 58 ça, 1958. Exactement, juste après la guerre de... ok, voilà, tout à fait. Oula. Et du coup, en fait, non, ils avaient testé le métro et en fait, je me souviens, je dis, ah bah nous, on a le truc et tout. Et en fait, elle me dit, on copie pas, on améliore. Ah oui. Bon, c'est le Pas philosophie. forcément C'est- faux, oui. mais. C'est GG, ça dépend de l'axe, tout dépend du champ de vision. que Ah tu- oui, ça dépend comment tu Bref. l'interprètes, c'est clair. Et autre chose aussi qui est arrivé, c'est qu'il y a des soupçons que DeepSeek a utilisé des GPU NVIDIA pour entraîner donc ses algos. Donc, il y a la fameuse puce. Donc là, on parle un petit peu barbu, mais en gros, la puce la plus connue en ce moment que tout le monde s'arrache, que tout le monde achète pour l'IA, c'est la H100. Et eux, ils auraient fait ça sur la H80, qui est une version un peu... en fait, Low cost, qui est quoi. qui a été taillée par NVIDIA pour pouvoir être revendue aux Chinois parce qu'en fait, tu sais, il y a des... Oui, il y a des embargos, produits. il y a des... ouais. c'est pas des embargos, mais c'est quoi le bon terme? Bah, c'est des produits des dédiés restrictions. qui sont dédiés aux Chinois, par il y a exemple. des... Non, mais en fait, c'est même pas ça, c'est qu'il y a des restrictions. C'est qu'en fait, les Américains, ils ont clairement cette volonté-là. Tu vois ce que je veux te dire? C'est pas... Mais ils font pression. Ils font pression. Oui, c'est pas des pour, bruits de couloir, c'est pas de la rumeur. C'est que les US font tout pour retarder l'émergence technologique de la Chine. Mais Ouais. même suite à ça, il y a eu apparemment des discussions qui ont été tenues entre alors le gouvernement Trump, il me semble, et Nvidia pour interdire purement et simplement l'expédition de GPU sur le Voilà. marché chinois. Et ça, c'est la prochaine étape qu'on va voir. C'est celle qui a un peu popé. Là, Trump, il est revenu au charbon et il leur a dit à Nvidia, il leur a mis un coup de pression à Nvidia. Petit fun fact, les dirigeants de AMD et de Nvidia sont cousins. Oui, Mais ils le c'est savaient la pas. cousine. parce Ils que le savaient pas. Non, Non, ils comment l'ont ça, ils le découvert savaient relativement tard. Ils sont cousins, au genre deuxième degré ou un truc comme ça, au troisième degré. La boss de AMD, qui est une dame, est la cousine de Jensen Huang, le Jensen boss Huang, de Nvidia. Les repas de Noël doivent être terribles. Ah ouais, vraiment. Je rêverais d'être Oh. à un repas de Noël. J'ai fait 100 millions le mois dernier Allez. et toi 100 millions Non. On en fait plus que ça, t'inquiète. Ça va l'open source? Ça va Ça va la galère? Ouais, tu parles. Euh, Ça doit bien s'entendre malgré tout. hein. Oui, c'est clair. Ça peut être fun. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que du coup, je sais pas trop ce que ça va donner, mais effectivement, il y a Trump qui est revenu au charbon pour mettre un coup de pression à Nvidia. Ce qui, on parlait de cours de bourse, ne risque peut-être pas de faire leurs affaires parce que s'il y a du coup interdiction, je te laisse imaginer si on te disait demain, bah, on te prive du marché chinois, Ouais, qui est pas dégueu. c'est clair. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Nvidia, eux, ils étaient contents parce que, en gros, ça valide le fait. Alors, qui avait besoin encore de cette validation, mais ça valide le fait qu'il y a de la demande en intelligence artificielle et du coup, ça fait son business, ça fait son beurre. Donc voilà. Mais du coup, il y a ce truc-là qui traîne. Et apparemment, d'après ce que dit aussi DeepSeek, c'est que pour certaines choses, dont l'inférence, eh bien, DeepSeek utilise aussi des puces Huawei. Donc, donc Huawei commencerait à mettre son pied dans l'intelligence artificielle. Tu vois, Huawei, qu'aujourd'hui, plus personne ne calcule,
que tout le monde moque, même si moi j'ai une tablette entre les mains Huawei, j'en suis très content. Mais c'est pour dire que la Chine aussi est déjà en train de préparer son indépendance technologique aux US. Mais même sur la télécommunication, à Huawei, la 5G, c'était eux qui avaient. C'était télécommunications. D'ailleurs, encore ça a causé des problèmes à l'époque parce que Trump était en mode oui, non, on va pas mettre du Huawei chez nous. Même en France, il y a eu un problème là-dessus parce que justement, Huawei avait été banni. Ils avaient interdiction d'utiliser tous les services US et tout ça. Tous les services critiques aussi également, on a arrêté le Huawei. Pour juste recontextualiser cette histoire de Huawei, c'est qu'on estimait que comme du coup, ça venait de Chine et qu'en plus, Huawei aurait sans doute... Parce qu'en fait, le boss de Huawei était membre du PCC, du Parti communiste chinois. Ouais. Je ne sais pas s'il l'était ou il l'a été, il ne l'est plus. Mais bref, quoi qu'il en soit, il y avait des accointances entre le Parti communiste et Huawei. Donc, il y a Trump qui a dû sentir un peu le truc. Il s'est dit, il y a une histoire à monter là-dedans aussi. Et du coup, il a dit, en gros, il y a des backdoors. Toutes vos données sensibles, elles peuvent partir en Chine. On revient sur ces histoires de data. Et en fait, InfoStealer. Voilà, mais même au-delà de ça, quand tu as une société chinoise, tu as l'obligation de montrer patte blanche sur l'accès de tes systèmes au gouvernement chinois. Donc les problèmes viennent de là, les données des utilisateurs. Si quelqu'un va avoir des données sur toi, mais tu as l'obligation en tant qu'entreprise de leur fournir les données. Ouais. Par contre, certains diront que les US font un peu pareil, mais bon, c'est peut-être... Voilà. Par contre, comme nous sommes, nous, l'Europe, et je tiens à le dire, donc on n'a pas de parti pris, que ce soit moi, je suis pas de parti pris en tout cas ni à côté américain ni chinois, et que nous sommes juste donc cette saucisse au milieu de 2 tranches de pain. Vraiment, on est vraiment à saucisse, on fait rien sur la tech. Si on fait que de se la prendre, voilà. Globalement. Voilà, exactement. Je tiens à dire que par exemple pour cette histoire de backdoor, ça n'a jamais été prouvé. Factuellement, il n'y a jamais rien eu. Tu verras, en fait, si tu regardes sur Internet, il n'y a jamais même eu de procès. Voilà, ils les ont ban, ils les ont mis en liste noire. Les Européens, ils ont regardé les Américains et ils ont juste copié, en fait, la réaction des Américains. Voilà, surtout que le problème, c'est que comme les Américains te mettent une pression, comme tu le dis, forcément, les Européens se sont pliés. Mais aujourd'hui, factuellement parlant, il n'y a pas de cas avérés, en tout cas d'espionnage. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, comprenez-moi bien, mais ça ne veut pas dire que ça existe. Ouais. Pour l'instant, on est dans le flou. Et là, c'est pareil, donc DeepSeek, du coup, face aux attaques de OpenAI, Microsoft et tout, a démenti le fait qu'ils avaient pompé donc, la propriété intellectuelle de OpenAI. Et que, en fait, comme ils expliquaient, c'est que eux, ils ont dit, non, on a sorti notre truc. Et en fait, c'est limite un peu comme l'explosion de ChatGPT au tout début. C'est un peu le public qui a fait monter le sujet, tu vois. En fait, ChatGPT, à la base... toujours fait monter la sauce. Voilà. On va dire que clairement, peut-être, c'était dans la stratégie d'OpenAI de voir, mais en fait, je crois que même chez OpenAI, on a été un peu... Alors, je sais pas si c'est vrai, mais un peu surpris de l'engouement que le truc a pris. Et c'est pareil, DeepSeek, eux, ce qu'ils disent, c'est que ils ont été surpris par l'ampleur du truc, à tel point qu'ils étaient, d'après le narratif de DeepSeek, ils disaient qu'ils n'étaient pas préparés. Et du coup, il y a une autre chose aussi également qui fait que ça fait un peu scandale, c'est que pour l'instant, toutes les données que tu tapes dans DeepSeek, quand tu vas sur le site deepseek.com, tu tapes tes requêtes et tout part sur des serveurs chinois. Ok. Donc ça pose un problème parce qu'en plus ça propriété respecte intellectuelle, et puis ça respecte La pas résidence le des RGPD, données. La résidence des données. et le RGPD, tu vois, par exemple. Ouais. Donc du coup, il y a déjà une plainte en Belgique. L'Italie, je tiens quand même à remettre un peu de géopolitique un peu là-dedans, juste c'est que l'Italie en ce moment, la Mélanie et le Trump là, ils sont en train un peu de vivre une bromance secrète là, les deux là. Ils se kiffent sans trop se le dire, mais ils se kiffent. Ils se regardent dans les yeux, ils se font des regards chelous dans des repas à table. Mais quoi qu'il en soit, donc l'Italie est très proche des Américains, donc eux ils ont carrément déjà interdit. C'est-à-dire que là, même là, au niveau Europe, on n'est pas foutu de prendre une décision commune. Donc, chacun fait un peu à sa sauce. Mais si tu veux, on pourrait se dire, ah ouais, danger, machin et tout. Mais si tu prends le narratif de DeepSeek, il te dit, non, mais en vrai, c'est pas ça. C'est que nous, en fait, on s'attendait pas à ce que les Occidentaux se mettent à utiliser notre service, que ça pète de partout. Et du coup, nous, on fait tout en Chine. C'était basé en Chine. Et en Chine, c'est normal. Donc, DeepSeek dit, on va mettre plus de transparence. On est prêt à mettre des data centers en Occident pour se mettre carré sur les législations en vigueur de partout, de machin. Donc, pour l'instant, c'est un peu ça, ce qui s'est passé. Faut savoir que l'US Navy a quand même déjà réagi. L'armée américaine, mais côté mer, a déjà interdit DeepSeek aussi parce qu'ils ont peur des fuites sensibles. Et donc, en fait, tu es un petit peu face à un moment qu'ils appellent... donc, c'est Marc Andreessen, pardon, il a un nom un peu compliqué à dire. Donc, il y a un investisseur très, très proche, j'allais dire une bêtise, non. Mais donc, cet investisseur-là, il a dit carrément on était face à un moment Spoutnik.
Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Sputnik, c'est quand l'URSS a placé il me semble, un satellite dans l'espace et que les Américains, ils n'avaient pas vu le truc venir. C'était avant les premiers pas sur la Lune. C'était la guerre de l'espace, pendant la guerre de l'espace. On parlait uniquement des Américains qui allaient envoyer éventuellement l'homme dans l'espace et que du coup, en fait, ça a lancé la conquête spatiale. Donc on est un peu sur le même truc, on est un peu sur le même cas d'usage. Et en fait, t'as Meta qui a déjà réagi, t'as tout le monde. Alors Meta, ils sont contents parce que Meta, ils ont une IA open source. Du coup, l'open source, tu vois, il y a Yann Lequin qui est français, mais qui est le big boss sur la division IA chez Meta, qui a dit ça, ce qui montre la valeur et la puissance de l'open source. Tout le monde peut s'agrémenter dessus pour pouvoir améliorer. Et surtout, ce qu'ils font en rogne les Américains, je parle les Américains, mais côté industrie et même gouvernement, c'est que ça vient défoncer tout le business model qui s'était monté autour de l'IA ou injecter de l'oseille, injecter de l'argent. Et du coup, en fait, si DeepSeek a vraiment dit vrai sur ce qu'il a fait, ça veut dire que plus personne ne comprend pourquoi il faut mettre $200 par exemple pour accéder à ChatGPT O1, là, celle qui résonne, qui coûte $200 quand même. Donc voilà, ça a foutu un bordel monstre. Et ça continue parce que, je sais pas si tu as vu, ils ont suspendu également leur service pendant un certain temps puisque du coup, quand c'est publié et que c'était accessible par tout le monde, ils se sont rendus compte que la plateforme n'était pas si sécurisée que ça. Il y a une cyberattaque. Il y a eu effectivement une fuite de... Alors, il y a une cyberattaque, mais en fin de compte, il y a eu un document de recherche qui est sorti par Wiz. Donc Wiz, qu'est-ce que c'est? C'est un éditeur de logiciel très connu qui a été racheté par Google, si je dis pas de bêtises. Wiz, pour faire tes sites? Alors non, Wiz. Ah non, c'est Wiz. Non, c'est dans MSN. C'est pour faire bouger les... Wiz, on appelle ça, ils ont une plateforme qui s'appelle une plateforme de CSPM, de Cloud Security Posture Management. Donc c'est de l'analyse de tes ressources cloud. C'est de la sécurité cloud, je vais faire simple. Ils ont des équipes de recherche. T'as vu le hockey du mec, je comprends rien. Ouais, ok. Le mec qui analyse là, le même de la meuf. Déroule, frère. C'est de la sécurité. Il y a des chiffres derrière ma tête, on les voit pas, mais ils sont là. C'est de la sécurité cloud, ils sont très américains, ils sont très bons, et ils ont des équipes de recherche qui se sont bien évidemment emparées du sujet au moment où c'est sorti. Problème étant que, si je rappelle, c'est une application web, donc c'est du software as a service, c'est du SaaS. Et qu'en fait, ils ont fait un document de recherche sur comment est-ce qu'ils auront réussi à globalement accéder aux bases de données de DeepSeek, donc la plateforme SaaS. Encore une fois, je parle du modèle SaaS, pas du truc que tu héberges automatiquement, enfin en autonome, je veux dire. Et à récupérer aussi les historiques des conversations que les gens ont eues avec DeepSeek. Donc on parlait du cas des données personnelles tout à l'heure. On a des exemples ou pas? Ils ont réussi. Alors j'ai quelques exemples sous les yeux. Je vous encourage vraiment à aller voir l'article de Wiz qui est très très intéressant puisqu'on se retrouve sur des cas où en fait des environnements de callback pour l'authentification des environnements de dev étaient exposés en public et qu'ils avaient globalement des logs de transactions, des clés secrets d'API. Donc on parlait tout à l'heure de secrets. Les API, c'est ce qui permet de faire des requêtes authentifiées pour manipuler la plateforme, faire des actions, obtenir de la donnée. Mais eux, ils ont carrément réussi à exécuter donc des requêtes pour récupérer des logs. Ils auraient pu également... Alors les logs, on explique rapidement, c'est des fichiers journaux du système qui te dit qu'est-ce qui se passe. Un événement, donc ça peut être un log, ça peut très bien être un enregistrement de ce que tu as dit à DeepSeek, de comment DeepSeek a fait son calcul pour prévoir la réponse et également la réponse. Ou ça peut être les erreurs, ou ça peut être juste je me suis connecté. Problème étant que, en fait, vu que c'était, du test, éthique, ils n'ont pas été beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas fait d'accès non autorisé à un système. Ils ont juste fait de l'audit. Je rappelle, encore une fois, les activités de test d'intrusion, de pen test, c'est régi par la loi. Donc, tu ne peux pas t'introduire de manière non autorisée dans un système si tu n'as pas... tu peux pas faire le vrai hacker vénère, quoi, dark, quoi. Voilà, sauf que le problème, c'est que tout le monde n'est pas Wiz, tout le monde n'a pas d'éthique, donc évidemment, il y en a qui sont saisis du truc et qui ont fait déjà des exfiltrations d'enregistrement. Pourquoi est-ce que, du coup, c'est intéressant pour les Américains, c'est même plutôt une décision pertinente d'interdire, parce qu'on a vu au départ le même scénario avec OpenAI, donc pas au même degré de sécurité, mais si tu faisais de l'évasion de prompt et que tu lui demandais de requêter certaines informations, il était en capacité de te sortir des conversations qui étaient sorties avec d'autres personnes. Donc quand tu es dans une société et que tu lui demandes de rédiger le rapport de ton comité exécutif, des documents confidentiels, et que quelqu'un d'autre est en capacité de les récupérer, parce que toi, tu n'as pas voulu mettre un quart d'heure à faire ton PowerPoint, ça pose des problèmes. Les Américains, ils n'ont pas envie qu'il y ait des gens du bureau qui envoient des données directement dans les serveurs chinois et que n'importe qui puisse les récupérer. Ouais, du coup, aussi, pareil, ça va être l'occasion de tirer un peu le vrai du faux de cette histoire, s'ils ont volé la propriété intellectuelle ou pas d'OpenAI. Parce qu'en gros, ce qui se serait passé, c'est qu'il y a des gens de chez DeepSeek qui ont eu accès à des parties développeurs, je crois que même à des comptes développeurs ou à des développeurs sur OpenAI,
Et du coup, c'est comme ça que ça se serait un peu fait pour le vol de distillation, là, le fameux truc, le fameux projet de copier la propriété intellectuelle d'OpenAI. Donc ça va être intéressant. Quoi qu'il en soit, on va arriver à cette ère où... en tout cas, c'est une bonne chose. C'est qu'il y a beaucoup maintenant d'utilisateurs, enfin beaucoup de gens qui commencent à dire, qui commencent à promouvoir l'open source. Je pense que c'est toujours bien de promouvoir quand même l'open source. Il y a quand même des gens qui en veulent un petit peu maintenant à OpenAI parce qu'ils ont l'impression de s'être fait flouer, d'avoir payé aussi cher sur des trucs. Après, c'est la loi de l'offre et de la demande. Et puis, c'est surtout que c'est les leaders, quoi. Les autres s'inquiètent. Il y a l'effet de hype et tout ça. Mais quand tu es tout seul sur un marché, bah... Mais moi, je pense que ce qui passe mal aussi, c'est sachant que, tu vois, même avec cet abonnement à $200, t'as quand même OpenAI qui arrive à te dire on n'est pas rentable par rapport à l'investissement qu'il y a à faire. Ils ont dit que, tu sais, quand, par exemple, ils ont choisi le prix des forfaits, Sam Altman lui-même l'a dit dans une interview. Ils l'ont fait au doigt mouillé. Tu sais, ils ont fait comme ça. Ils ont vu le sens du vent. Ils se disent, ils ont sorti des chiffres. Tu les payes en dollars, les ingénieurs, hein, et tout ce que tu achètes. Eux, les Chinois, ils les payent en yuan. En yuan. Ça, j'allais dire yen, mais c'est japonais. Non. Et en fin de compte, eux, quand tu reçois des dollars et que tu payes les mecs moins cher en yen, en yuan, pardon, c'est plus intéressant de payer la main-d'œuvre en interne. Après, bon, tout ce qui est Nvidia et tout ça, ils les payent au même prix que. Mais après, je pense que vraiment, je pense que OpenAI avait aucune idée quand ils l'ont fait, et c'est ce qu'ils ont dit. Tu vois, ça veut dire que tu peux être bon pour faire ton IA, mais pas savoir combien tu dois vendre ta solution. Et puis surtout, c'est du SaaS, donc plus tu as de gens, plus faut que ça réponde vite. Et pour que ça réponde vite, il faut de la puissance de calcul. Exponentielle, tu vois. C'est en plus tu vois, voilà. Donc, pour terminer juste là-dessus, on arrive très clairement aujourd'hui sur un peu un point de bascule où en fait, déjà les Américains, je pense qu'ils percutent de plus en plus le niveau qu'ont les Chinois aujourd'hui sur cette tech-là. Parce qu'en fait, souvent, les discours qui traînaient aux US, c'est de dire, tu sais, les Chinois, ils ont toujours cette étiquette de mecs qui copient et qui, malgré qu'ils copient, ils ont 15 ans de retard. En gros, c'était pas une menace qui les faisait plus peur que ça, entre guillemets. Et là, en fait, tu sens dans le narratif des Américains et qui vient en plus s'exacerber entre les guerres commerciales, tu vois, toute la géopolitique qu'il y a en ce moment sur tous les autres sujets, les frictions qu'il va y avoir avec potentiellement Taïwan et tout. Bon, je vais pas trop rentrer là-dedans. Mais sans prendre parti, on peut aujourd'hui affirmer de toute façon, et c'est aujourd'hui l'IA, ça pouvait être la blockchain avant, etc., que de toute façon, il y a des ambitions politiques et commerciales des deux côtés. Hein. Bah, quand t'entends un mec comme Vladimir Poutine qui même te dit le mec qui maîtrisera l'IA, c'est celui qui maîtrisera le monde. Bon, en tout cas... Je sais dans tous les cas, ça servira dans tous les domaines. Donc c'est sûr que. Moi, je sais que Poutine, il bite que dalle à l'IA, mais je sais que quand même, il a cette notion de. En tout cas, tu vois où les dirigeants placent le sujet, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que quand tu as un mec comme ça qui te dit ça va dominer le monde, ça veut dire que même si les mecs ils bitent rien à la techno, ils savent les conséquences que ça peut avoir. Ouais, alors peut-être que c'est genre, il exagère, mais peu importe qu'il exagère, qu'il dise de la merde ou pas. Parce que moi, c'est un peu aujourd'hui ma question sur l'IA, je terminerai juste là-dessus, mais genre, je me demande si vraiment l'IA, c'est vraiment le truc qui va nous emmener dans un monde... on nous parle d'un monde qui sera plus du tout le même sur 20 ou 30 ans, tu vois. La hype. Est-ce que c'est une grosse bulle, encore une fois, spéculative qui va éclater? En fait, c'est cool, l'IA. De toute façon, il y aura eu cet avant et cet après. Mais que ça dépassera pas le cadre de l'amélioration, de la production, machin. Non, on nous parle d'âge d'or, on nous parle de production à l'infini, parce que la robotique va se greffer et tout ça. Bon, bref, ça sera le coup d'un autre épisode. Mais de toute façon, dis-toi que même si le mec, comme un dirigeant d'un pays, ne bite rien à cette technologie-là, lui, il la place là. Ouais. C'est-à-dire que si il sent que le mec d'en face est proche du but, ça va tanguer sévère, tu vois. Donc, ça va être intéressant. Et aujourd'hui, on voit que ça prend le spectre de plein de trucs. C'est devenu un enjeu sur tous les sujets. L'IA, ça va toucher de nous en train de taper nos requêtes pour demander des trucs à l'IA jusqu'à des scénarios de guerre avec des drones maîtrisés par l'IA. Ça touche tous les domaines. Donc, ça va être jusqu'à la créativité où on voit Suno qui fait de la musique avec les musiciens qui sont un peu en PLS. Et tu as même le patron de Suno qui dit « Non, mais les gens, ils aiment pas faire de la musique. Ils aiment pas créer la musique. » Donc, du coup, ça a hérissé les poils. Ça touche un point sensible sur tous les problèmes. Donc, ça va être intéressant. Et du coup, en fait, il y aura eu aussi un avant et un après DeepSeek où là, par contre, le problème final des Américains, en tout cas de l'industrie américaine sur l'IA, va réussir à justifier tes prix maintenant, tu vois. Ouais. Ça va être très difficile. Et il y a plein de gens qui, tu vois, aujourd'hui, tu es un
popper plein de vidéos de mecs qui cancellent leur abonnement chez OpenAI parce qu'ils vont chez DeepSeek où ça coûte plus rien, quoi. Merci en tout cas les amis d'avoir passé ce moment avec nous. Merci les gars pour ce petit moment dans Bubble. On espère que vous avez apprécié cette conversation autant que nous. Si vous voulez soutenir le podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser vos petites étoiles. Ça nous aide énormément à le faire découvrir à d'autres. Et surtout, envoyez-nous vos retours, vos idées ou même vos sujets préférés. Vous pouvez nous écrire directement en DM sur Instagram, individuellement ou bien sur le compte de Bubble. On adore vous lire. Et c'est vraiment ça qui rend la bulle encore plus unique. Vous avez la possibilité d'enregistrer vos questions avec le lien qui est juste en dessous de l'émission. Qui sait, vous serez peut-être dans le prochain épisode. Cet épisode étant le renouveau du podcast de Bubble, servant d'épisode pilote, on s'est permis de s'étaler un petit peu sur la genèse, l'histoire un petit peu du projet pour vous embarquer avec nous. Mais vous inquiétez pas, pour les prochains épisodes, on vous parlera aussi de nos petites recommandations, des petits mini-jeux. On a prévu pas mal de choses, de belles histoires. Ça va être sympa. Et puis allez suivre les prochains épisodes qui arrivent très vite. Prenez soin de vous. Merci les gars. Et à bientôt dans Bubble. À bientôt. Salut.